j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a abordé par-ci par-là, mais pas dans le détail. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant ma visite du Hackfest 2023, je vous avais parlé des conférences qui m'avaient passionné, et parmi elles, il y en avait une sur le sujet du cloud, présentée par Clément Cruchet. Vous savez quoi, on a réussi à l'avoir en tant qu'invité, et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est possible de faire niveau pentesting et red team dans le cloud? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Eh bien, comme on disait, bonsoir, on espère que vous allez bien. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu, dis donc. Semaine dernière, on faisait un talk, cette semaine, rebelote. Mais en fait, ce sont des cours de rattrapage. C'est une émission que nous avions déjà commencé, mais malheureusement interrompue, et qu'on reprend aujourd'hui. Le sujet, ça va être le cloud. Comme d'habitude, je suis accompagné de Nubo qui se trouve un petit peu en dessous, là. Salut. Bien le bonsoir. Il va bien? Bon, ça va, tranquillement. Depuis la semaine dernière, tout va bien. Très bien. Parfait, parfait. Et donc, pour le sujet du cloud, on reçoit Clément. Comment vas-tu, Clément? Super, très bien. J'ai survécu à la tempête de neige ici au Québec. Donc. C'est bon, tu n'as pas été enseveli sous la neige comme certains, effectivement. J'ai été, mais j'ai une très bonne pelle. Ok, bon, très bien. Comme d'habitude, le but de l'émission, ça va être de gratter un maximum de connaissances de notre invité qui a priori plein de choses à nous raconter sur le sujet du cloud. Et on va commencer par un brin de présentation. Clément, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Je suis consultant en cybersécurité. J'ai fait beaucoup de sécurité offensive durant les 8 dernières années. J'ai commencé en France. À l'époque, c'était Lexi, qui a ensuite été racheté par Orange Cyberdéfense. Et puis ensuite, je suis parti du côté du Canada, notamment au Québec, principalement à Montréal. Et j'ai continué pareil à la sécurité offensive. Aujourd'hui, je continue à faire la sécurité offensive en mode plus free time. Et puis, je travaille pour Palo Alto. On va passer assez rapidement sur les bases du cloud. On a quelques questions pour planter un peu le décor. Et ensuite, on va se diriger directement sur du pentest cloud. On va passer un peu sur du red teaming cloud aussi, voir s'il y a des différences. Et parler un peu du futur, de l'évolution de ce milieu-là, voir si tu as quelques pistes à nous donner. Ça serait très intéressant. Bien, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée, cette journée pour nous? Ready. Ready. J'allais dire, nous, c'est encore 15h. Ouais, là c'est encore 15h, ouais. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un peu de contexte, comme on disait. Déjà, sur le cloud en lui-même, qu'est-ce qu'il y a concrètement comme différence entre une infra que tu vas avoir on-premise un peu à l'ancienne, comme on a l'habitude de voir, et une infra cloud? Qu'est-ce qu'il y a comme particularité, avantage, inconvénient? Alors, forcément, le gros avantage, ça va être ce pourquoi on parle dans le cloud en général. Hein, c'est le modèle un peu de gestion, puis c'est la scalabilité, c'est de se dire qu'on a des possibilités d'aller de rendre nos opérations, nos workloads un peu plus scalables, donc ils vont automatiquement grossir, dégrossir en fonction de la charge, par exemple. C'est un des gros avantages. La facilité aussi, très simplement, de déploiement des infrastructures, des services, par exemple. Je veux dire, tu peux aller récupérer et consommer un service, par exemple DNS, sans avoir à déployer toi-même ton serveur DNS et autres. C'est un gros avantage. Tu as toute une partie aussi de gestion un peu des identités. Tu as vraiment tous les services que tu vas retrouver sur du on-premise, mais dans du cloud. Donc c'est un gros avantage. Un des principes, moi je pense clé, en fait, si on se focus sur la sécurité aujourd'hui, des environnements cloud versus les environnements on-premise, c'est vraiment ce modèle en fait, de sécurité partagée, qui est tout nouveau finalement, qui était pas nouveau parce que il fut une époque où on avait des data centers comme privés qui étaient hostés par exemple dans une salle serveur à côté ou autre. Et là on a vraiment un modèle partagé où on a, en fonction du service qu'on utilise et en fonction du type de cloud, et on en parlera peut-être rapidement pour faire une petite intro, en fonction du type de cloud, IaaS, SaaS, PaaS, FaaS, en fonction du type de cloud qu'on utilise finalement, on va avoir des responsabilités en tant qu'utilisateur et puis aussi en tant que prestataire finalement cloud si on fournit les services. Des responsabilités en termes de sécurité, c'est savoir qui va en fait sécuriser le service qu'on utilise, qui va sécuriser les ressources, qui va sécuriser les données et ainsi de suite. Si on tapait sur internet là dans Google Shared Responsibility Model ou modèle de sécurité partagée cloud, vous avez un beau tableau qui vous explique vraiment si vous faites du infrastructure as a service, qui doit faire quoi finalement en termes de sécurité, si vous faites du software de service, par exemple du Office 365, qui doit faire quoi en termes de responsabilité et de sécurité, et qui a en fait, à qui incombe finalement la sécurité
à la fin, l'inherent, c'est la sécurité des données, on s'entend, mais ça prend en compte l'infrastructure, éventuellement, les produits et autres. Donc c'est ça un peu, je pense, le gros enjeu et ce qu'il faut vraiment comprendre avec la sécurité, avec le cloud. Il ne faut pas partir de l'idée en se disant justement, faut pas partir en se disant bah, c'est un third party, donc il va gérer en tant que tierce party toute la responsabilité. Et en fait, c'est l'avantage pour moi, c'est la facilité finalement de déploiement et de non-gestion entre guillemets de mes services et de mon environnement. Non, il faut bien comprendre sur le modèle de responsabilité partagée justement et qu'est-ce qui nous incombe ou pas dans ce modèle-là. Ok. Justement, t'en parlais juste avant de tout ce qui était IAS, PAS, SAS, etc. Et des acteurs. Est-ce qu'on peut faire un petit tour juste des modèles de cloud qu'on peut avoir et aussi des acteurs majeurs qu'on a? On sait qu'on en a 3 gros, très gros, quelques-uns un peu indépendants. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapido de tout ça? Ouais. Bah, pour tout ce qui est les différents types de services cloud, déjà, puis après on parlera éventuellement des prestataires principaux. On a le IAS. Le IAS, c'est un peu le modèle cloud qu'on va pas mal connaître quand même. On verra que on connaît vraiment les deux extrémités très bien, moi je pense. L'infrastructure de service, c'est historiquement, vous allez chez OVH, vous preniez un VPS, vous preniez votre serveur, c'est du IAS. En fin de compte, on paye pour une infrastructure, on paye pour un serveur en fait. OVH, quand on paye pour ce type de serveur-là, ce type de service, un serveur virtuel dans le cloud, ils sont responsables pour la sécurité physique, la sécurité, je sais pas, par exemple du layer 2. Vous, après, directement, si vous exposez des ports, vous êtes responsable de la sécurité d'exposer des ports sur Internet, d'exposer votre base de données, par exemple, et autres. Et de toute la sécurité du système d'exploitation, de sa mise à jour, et de tout ce qui va tourner dessus, évidemment, en termes d'application, et tout ce qui va résider en termes de données. Donc ça, c'est le IaaS, c'est infrastructure de service, où vous, en tant qu'utilisateur de ce service cloud-là, vous avez le plus de responsabilités finalement, et le plus de devoirs, par exemple, d'auditer votre infrastructure ou votre serveur. Si on prend l'exemple d'un seul serveur. Donc ça, le IaaS, on retrouve, si on prend les 3 plus gros, par exemple, qui sont Azure, AWS et GCP, Azure pour Microsoft, AWS pour Amazon et GCP pour Google. Si on prend les 3 plus gros, chez Azure, ça correspond à des VM, des virtual machines, ça correspond à du VPC, donc des réseaux privés virtuels un petit peu. Ça correspond chez Amazon à ce qu'on appelle le EC2, c'est le nom du service pour finalement des machines virtuelles dans le cloud. Et c'est ça l'idée. Ça, c'est pour de l'IaaS. Vous avez la plus grosse stabilité. Ensuite, on va descendre. Plus on descend, plus on va voir en fin de compte que l'utilisateur final, qui passe par ce provider cloud, l'utilisateur final a de moins en moins, entre guillemets, de responsabilités. Et les responsabilités, en fait, le switch va s'opérer, va être de plus en plus vers, finalement, les données. Et à la fin, c'est vraiment juste les données. Ensuite, après le IaaS, donc, on a le PaaS. C'est le Platform as a Service. En général, quand on fait du PaaS, c'est un peu plus compliqué. En général, les gens ne connaissent pas trop le PaaS parce que c'est des plateformes dans lesquelles... Enfin, c'est pas plateforme, PaaS veut dire plateforme, désolé. P veut dire plateforme as a service. Et le plateforme, c'est l'idée qu'on vous fournit en fin de compte tous les outils nécessaires, par exemple, pour déployer une application web, par exemple. Ça va être, par exemple, on vous dit, demain, vous voulez déployer, imaginons un serveur Apache dans AWS, avec une application web dessus. Vous n'allez pas être responsable de la version du serveur Apache, vous n'allez pas être responsable de la base de données de la version qui va être liée. Ça, c'est la plateforme que va vous fournir AWS. AWS vous fournit la plateforme, vous arrivez avec le code un peu de votre... qui va aller interroger votre base de données, qui est déjà créée. Vous allez être en charge de la sécurité du code, donc le code que déployé, et éventuellement les droits qui sont octroyés, et éventuellement où est-ce que vous voulez l'héberger, si vous voulez mettre par exemple une IP publique, une IP gateway pour qu'elle sorte sur l'externe, et autres. Ça, c'est le Platform as a Service, c'est un peu entre les deux. Après, on a un autre modèle qui n'est pas trop connu, mais si on fait un peu de cloud, on connaît, mais dans le commun des mortels, c'est pas trop connu. C'est le FaaS, donc ça, c'est le Function as a Service. On est vraiment là entre les deux. On est entre le PaaS et le SaaS, le software que tout le monde connaît. Le Function as a Service, c'est vraiment, on est en charge, en tant qu'utilisateur final, uniquement du code qu'on déploie. Et on le fait via des fonctions, d'où le nom Function as a Service. C'est par exemple AWS Lambda ou les Azure Functions dans Azure. L'idée, c'est de se dire qu'on va déployer et développer en fait des fonctions, mais on est en aucun cas, on est en charge de déployer le système d'opération, les applications, les bases de données et autres. On travaille uniquement vraiment sur le code. En général, c'est très utilisé pour de l'API,
pour du microservice par exemple. On va utiliser ce genre de choses. On peut déployer finalement une fonction très rapidement sans penser à vraiment à rien. Et puis on peut lui dire aussi très rapidement qu'il va falloir qu'il y ait des besoins de scalabilité et qu'elle se mette à jour automatiquement en fonction du nombre de requêtes et ainsi de suite. Ça, c'est le Function as a Service. Et le dernier modèle un petit peu, c'est le SaaS, le Software as a Service. Pour le SaaS, tout le monde connaît, on a tous déjà utilisé, je pense, Office 365, Gmail, c'est du pur SaaS. Là, dans ce cas-là, en fin de compte, en tant qu'utilisateur final, c'est toujours pareil, on perd toujours un peu en fait entre guillemets en termes de responsabilité, et la responsabilité incombe de plus en plus en fait aux fournisseurs cloud. Et dans ce cas de figure-là, pour le SaaS, on est vraiment responsable de la donnée qu'on va mettre dedans, finalement, de la donnée, de l'information qui va transiter par le software, et souvent tout de même avec du SaaS, de la gestion des rôles, des permissions. Par exemple, je suis administrateur du Office 365 de mon organisation. Je vais pouvoir, par exemple, dire sur Teams que les gens peuvent faire des copies-coller, uploader des documents. Donc j'ai quand même une possibilité de jouer sur des features de l'application, sur des fonctionnalités de l'application et du SaaS propre, mais je ne vais pas pouvoir modifier le code de Teams, je ne vais pas pouvoir avoir accès à l'OS ou au serveur ou à la fonction qui va, par exemple, uploader le document dans Teams. Moi, je vais juste pouvoir dire, par exemple, dans Teams, j'autorise telle fonction dans Teams. Je vais par exemple, on va en parler peut-être un petit peu après, mais un exemple très simple qu'utilisent des attaquants, c'est par exemple, je vais pas autoriser Teams, je vais pas autoriser mon organisation à ce que dans mon Teams, mes utilisateurs puissent être contactés par n'importe quelle autre personne depuis l'externe, par exemple. Ou alors je vais autoriser seulement des domaines bien précis avec lesquels, des partenaires avec lesquels je sais que je travaille, des organisations avec lesquelles que je travaille, ce qu'on appelle les external organizations dans Teams. En bloquant ça, en fait, en tant qu'administrateur, par exemple, dans mon SaaS, Teams, je vais empêcher ce que mon utilisateur, là, il est sur son Teams, il travaille tranquillement, puis d'un coup, on a quelqu'un du support qui pop avec le beau logo du support, ou avec le beau logo de l'entreprise, ou avec la tête du gars du support, et puis il check pas finalement l'email, d'où il vient, et puis c'est un chat qui vient de l'externe, par exemple. J'en ai un exemple un peu de sécurité offensive, parce qu'on arrive très très proche en termes de... Ce genre d'exemple-là montre bien que, par exemple, qu'en termes de... Souvent, c'est une question de légitimité et une question de proximité. Quand un mec du support vient nous parler, en termes de proximité et de légitimité, on est très proche, surtout sur du Teams. On n'est pas par email, quoi. Ouais, via Teams, c'est retors. Hein. Si tu connais pas un peu comment ça marche, tu te dis, ah mais c'est bon, le mec il est chez nous, quoi. Il suffit de target un alternant, un stagiaire qui vient d'arriver, par exemple, ou quelqu'un qui est là depuis 2 mois sur LinkedIn, et puis tu es quasiment sûr que tu auras peut-être une réponse assez rapidement s'il n'a pas encore fait son training, par exemple, de sensibilisation, par exemple. Mais bon, c'est un exemple. Juste avant qu'on fonce là complètement sur le côté offensif, parce que du coup c'est assez compliqué, on avait préparé des questions un petit peu sur qui était responsable et ce que tu as déjà amené comme réponse, en fait, ça complexifie la tâche, parce que pour le coup, qui est responsable de la sécurité dans le cloud? Qu'est-ce qui différencie du on-premise, en fait? Parce que est-ce que ça va être en fonction du type de cloud que tu utilises? Et dans ces cas-là, en fonction de ce type de cloud, qui est responsable de cette sécu, quoi? À quel niveau tu es quand même toi-même responsable, ou l'entité qui te rente le cloud est responsable? Ça, j'aimerais bien comprendre un peu mieux, en fait, la situation là-dessus. Ça, c'est un vrai enjeu. Et en fait, il y a 2 questions dans la tienne. Déjà, c'est d'une, c'est comment une organisation va s'organiser en fin de compte pour dire, par exemple, il y a du code qui est déployé dans une fonction Azure. Est-ce que c'est l'administrateur réseau et sécurité? Parce que maintenant, les administrateurs sont... À l'époque, on avait des administrateurs qui étaient réseau, on avait des admins système. Après, ils sont devenus des admins réseau système parfois. Parfois, maintenant, ils sont admins réseau système sécurité. Et maintenant, ils ont un /cloud en plus. Donc, on se dit, ouais, bon, t'es bien occupé, je pense, de ces journées. Donc, déjà, la première question, c'est ça. C'est de se dire, c'est quoi l'état de l'art actuel de mon équipe de sécurité, de mon équipe de réseau, de mon équipe de système? Est-ce que j'ai la compétence pour gérer ça? Donc, ça va dépendre du modèle sur lequel je vais aller, potentiellement déjà, et sur le type de service que je vais consommer aussi. Puisque si j'ai personne pour gérer mon code dans des fonctions Azure, par exemple, que j'ai pas de développeur en interne, est-ce que je vais réellement commencer à déployer un service de fonction Azure? C'est pas une bonne idée. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai la question de mes capacités à moi en interne pour gérer ma sécurité. Si je suis dans un service, et si je le consomme, et mon niveau d'expertise et de connaissance, parce que c'est ça qui est aussi le nerf de la guerre. L'idée derrière, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises parfois qui se sont dit, on a un admin système sécurité, réseau, on part dans le cloud, c'est bon, il connaît. Oui, non. Oui, il va essayer de reproduire.
Il va essayer de faire ce qu'on appelle du left and shift, de prendre un petit peu les ressources qu'il a on-premise et de les mettre dans le cloud et de répliquer la connaissance qu'il a dessus, mais c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Oui, ça reste de la machine virtuelle, ça reste des serveurs, ça reste le même type de service derrière, mais il y a tout un modèle de rôle et de permission, notamment ce qu'on appelle les modèles IAM, qui est totalement différent dans le cloud et qui est propre à chaque cloud. Et chaque cloud provider a fait son modèle IAM différemment. Ça, c'est très simple. Donc, une entreprise qui se dit, bah non, on va être multi-cloud, on va faire GCP, Azure, AWS, ça veut dire bon courage à l'admin 6 ou à l'ingénieur système réseau / cloud maintenant, qui va devoir comprendre les 3 modèles IAM, GCP, AWS et Azure et comment ils sont gérés. Donc la première idée, c'est est-ce que j'ai les compétences déjà en interne pour partir sur du cloud. Imaginons que j'ai les compétences, j'ai quelqu'un qui est compétent dans Azure. Il est compétent dans Azure, certes, mais il est compétent peut-être en réseau système, mais pas du tout en développement, pas du tout peut-être en tout ce qui va être des notions de DLP, de protection de la donnée, donc tout ce qui va être mes comptes de stockage par exemple, dans lesquels je vais peut-être avoir de la donnée qui va transiter, tout ce qui va être les fonctions dans lesquelles j'ai du code qui est développé, ou des applications qui sont déployées. Est-ce que réellement, ou même des pipelines qu'on appelle le développement CI/CD avec par exemple Azure DevOps, est-ce que cette personne-là va être en mesure de gérer ça? La réponse en général c'est non, c'est pas son métier. Donc déjà, quels sont mes métiers? Et en fonction des métiers que je vais avoir et des besoins IT que je vais avoir, je vais déployer et je vais utiliser des services ou non. Donc ça, c'est la deuxième question, c'est on a les compétences ou pas? Bon, oui, on a les compétences. Qu'est-ce qu'on va consommer maintenant dans le cloud? Est-ce qu'on va consommer tout dès le jour 1? Non, mauvaise idée. Si tu pars à tout consommer dès le jour 1, ça va être une très mauvaise idée. Donc on va pas tout consommer dès le jour 1 déjà, c'est un peu la stratégie. On va consommer seulement ce dont on a besoin. Et puis ensuite, la troisième idée, c'est de se dire, en fonction de ce que je consomme, de quoi est responsable le CSP et de quoi je suis responsable moi. Et c'est dont on parlait à l'instant, c'est le modèle de responsabilité partagée. C'est de savoir et de se dire et de comprendre, très bien, on va consommer des machines virtuelles dans Azure, on va consommer aussi de la fonction pour nos développeurs parce qu'ils ont besoin de faire des API exposés en externe et ainsi de suite. Maintenant, comment on gère ça et qui est responsable? Et en général, ça va être les fonctions Azure vont incomber à l'équipe de développement, très généralement. Est-ce que l'équipe de développement est formée à faire de la sécurité? C'est une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que l'équipe de développement aura les bons réflexes pour son code Python, Perl, peu importe, qu'elle va déployer dans les fonctions Azure? C'est une autre question. Qui va revoir niveau sécurité toutes ces fonctions qui vont être déployées, qui vont être développées? Une autre très bonne question. Et puis ensuite, on a le côté réseau. On a déployé réseau système, on a déployé des machines virtuelles. On a peut-être créé des réseaux privés, enfin des VPC en interne dans Azure. Ils se parlent entre eux, on peut même déployer un Active Directory par exemple dans le cloud, dans Azure. Bon, ça se parle entre eux, on a un labo aussi. Qu'est-ce qui m'assure que mon équipe réseau système a aussi niveau sécurité en fait, déployé ça correctement au sein de mon environnement Azure. Donc c'est plein de questions qu'il faut se poser en fait. Mais en général, il faut y aller par matrice un peu de responsabilité, de se dire qui va être responsable vraiment de quoi. Les développeurs vont être responsables quand même de leur environnement de développement. C'est un peu comme aujourd'hui en interne. On a une équipe de développement qui va être responsable des applications, qui va être responsable du code qui va être produit, et qu'on essaye aujourd'hui de plus en plus de rendre responsable aussi de sa sécurité et de ses bonnes pratiques de sécurité. Puis on a une équipe réseau, système, sécurité maintenant aussi, qui va être responsable du réseau interne, des systèmes en interne, et qu'on rend aussi de plus en plus responsable à la sécurité. Donc c'est un peu les mêmes questions qu'il faut se poser, mais dans le cloud. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan pour aller dans le cloud. Les providers cloud ont ce qu'ils appellent des landing zones un peu. C'est un peu comme un blueprint, c'est une idée de se dire, on vous fournit un template, vous déployez via ce template-là. C'est un template qui te permet d'avoir, par exemple, dans Azure, différentes subscriptions, c'est-à-dire une subscription de développement, de production, de lab, de test, de sécurité. Et en fonction de ces différentes subscriptions-là que tu vas avoir, ça va être déployé correctement avec les permissions et les rôles qu'il faut. Au jour 1. Mais à partir du moment, on le sait, c'est comme un ordinateur, il est sécurisé, mais dès que tu connectes à Internet, t'as un enjeu. C'est la même chose avec ton environnement cloud. T'as beau utiliser par exemple une landing zone propre, définie par Azure, dans lequel Azure va avoir un template pour t'aider pour le déployer cette landing zone dans le cloud. Dès le jour 1, si tu commences à faire n'importe quoi avec le modèle de permission parce que tu ne le comprends pas, en fait, tu viens de tout casser. Donc l'idée c'est de se poser les bonnes questions, je pense, d'avoir un plan de migration, de services dans le cloud, mais d'avoir un besoin précis en fait avant tout déjà. On a le cloud ça a été vraiment un peu comme un buzzword, on a eu beaucoup de buzzwords, ça a été beaucoup une chose que peut-être les directions se mettaient sur une to-do list, hein. On va aller dans le cloud parce que on en parlait en Comex et puis c'était bien vu, ça montrait un peu de l'innovation de la part de l'entreprise, mais tu sais,
c'est comme l'IA, tu sais. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il faut que cette innovation-là, en fin de compte, elle soit suivie, elle soit soutenue, et qu'elle soit cadrée surtout par soit des frameworks de sécurité, soit des équipes de sécurité qui sont là pour s'assurer que c'est fait correctement dans les normes et dans les règles. Alors, je comprends tout ça. Il y a quand même il y a eu une étude de la gestion du risque, de compréhension de qui fait quoi, etc. Mais en étant bien franco-français, en fait, il y a quand même une législation qui doit s'appliquer quelque part. Il y a bien quelqu'un qui estime que, attends, c'est toi qui me fournis la plateforme, c'est toi qui es responsable de la sécu, ou c'est moi qui applique une fonction sur ce cloud-là, du coup, c'est moi qui est responsable de cette sécu. Est-ce qu'on a une législation spécifique pour le cloud ? Et j'ai envie d'amener la question aussi, et du coup, est-ce que cette législation, elle est spécifique à la France, à l'international ? Comment ça s'applique, ce genre de choses ? En général, la première chose que tu vas faire, c'est au moment où tu signes ton contrat de service avec Azure ou AWS, ça va être tes conditions d'utilisation tout simplement, que tu vas lire, ça va être ton contrat que tu vas lire, que tu vas comprendre. Je peux t'assurer que dans les conditions d'utilisation, ils vont te mentionner le Shared Responsibility Model, le modèle de sécurité partagée, ils vont te le montrer, ils vont te le spécifier, et qu'à chaque fois que tu déploies un service, tu vas bien comprendre. On est dans un modèle aujourd'hui où, avant même qu'on parle de législation, on a des environnements cloud qui sont quand même plus matures. C'est-à-dire que les CSP aujourd'hui offrent des services qui, by default, sont quand même plus matures. Fut un temps, sur AWS, quand tu ouvrais un storage account ou un compte de stockage, un S3, un bucket, c'était ouvert par défaut. Et c'était à toi d'aller le sécuriser et de le fermer. On n'est plus rendu à ce niveau-là. Les cloud providers en fait, ont compris aussi qu'ils avaient un rôle qui était extrêmement important à jouer, d'accompagner et de faire du secure by design. Et c'est ça qui est important tout de même, c'est d'amener la sécurité au jour 1 à l'utilisateur, et que ce soit l'utilisateur qui doit vraiment ouvrir éventuellement un S3 bucket parce qu'il y a des besoins précis pour telle ou telle chose. Donc on est rendu là déjà, donc c'est quand même mieux au niveau je dirais que c'est quand même mieux au niveau de la responsabilité des cloud providers. Ils ont pris en responsabilité parce que il y a eu beaucoup de scandales à cause de ça. Les plus grosses fuites de données finalement qu'il y a eu quasiment dans le cloud, toutes liées à ce genre de choses au début des cloud providers. Tous les trucs que tu pouvais voir, les news qui faisaient les journaux, c'était vraiment c'était un peu de mauvaise pratique d'utilisateur, on est d'accord, mais c'était surtout aussi des non secure by design, un S3 ouvert, déployé avec genre des clés SSH. Bon, les clés SSH, c'est l'utilisateur qui les avait dedans. Hein. Mais bon, c'est ça l'idée en fait, c'est que donc là, les cloud providers, on commence à comprendre déjà ça, à vraiment réglementer, à cadrer ça correctement pour que l'utilisateur soit pas directement à se tirer une balle dans le pied le jour 1 dès qu'il prend le service. Ensuite, les directions d'entreprise, notamment je pense au RSSI, ont vu le cloud, je pense au début comme peut-être une grosse menace. Aujourd'hui, ils le voient comme une opportunité aussi peut-être. Maintenant, c'est sûr que ça prend de la formation, ça prend des gens qui sont formés. Donc les RSSI ont une grosse responsabilité là-dessus quand ils vont revoir les contrats, quand ils gèrent les équipes, quand ils regardent les projets. On a souvent aussi, surtout notamment même en France, mais on en a aussi au Québec, les gens qui vont s'occuper de tout ce qui est data protection, donc les officiers de protection en fin de compte des données, DPO qu'on appelle. Les DPO aussi sont souvent impliqués dans les projets de cloud ou d'infrastructure cloud ou de restructuration on-premise vers du cloud pour certains services, notamment pour toute cette question d'exposition de données, de gouvernance des données qui sont mises dans le cloud, mais aussi de savoir où va résider la donnée, hein, parce que le DPO et le DLP, ça veut dire aussi une question de où est-ce que réside ma donnée, sur quel serveur ils sont localisés, où ces serveurs. Donc je dirais que après niveau législation pure, il y a eu comme des tentatives qui ont été faites, mais on rentre dans la politique et moi c'est pas trop mon rôle. Des décisions sont prises à certains moments, comme par exemple pour des systèmes de santé qui sont hébergés chez des gros cloud providers. Des décisions sont prises de faire du français ou pas du français. Les décisions ont été prises, voilà. Mais c'est le cas, ce genre de décisions et d'enjeux en fait, on retrouve ces décisions vraiment partout. Je veux dire, on en a vu des décisions nous au Canada. On en voit en France, des décisions qui sont faites de partir sur un provider, avec peut-être des équipes qui ne sont pas assez formées. Tout ça, c'est plus, on atterrit plus sur des jeux de politique, des décisions que purement des cadres réglementaires. Il y a un manque de cadres réglementaires, forcément, c'est certain. Mais je te dirais que ça tend à s'améliorer, notamment parce que peut-être les gros cloud providers, justement, essaient de donner du secure by design aussi. Les gens sont mieux formés aussi, mais il y a toujours un retard. C'est un peu comme la différence d'aujourd'hui, c'est que avec ton cloud, tu as beaucoup plus de facilité d'aller t'exposer à l'externe, ou à l'époque, ton on-premise était vraiment sur ton réseau interne. Tu avais tes firewalls périmétriques en edge,
C'était eux qui te protégeaient. Donc tu avais quand même ta sécurité en interne. Ça n'empêchait toujours pas Madame Michu d'ouvrir une belle pièce jointe, mais c'était différent. Là, avec les environnements exposés, on a un peu comme une... C'est un peu, je pense que ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu comme cette perte de contrôle, en fait, avec des services qu'on consomme, en fait, et des données qu'on va hoster à l'externe. On a un peu comme une perte de contrôle, et la perte de contrôle, elle se reprend par comprendre l'environnement, mettre un cadre réglementaire, soit au niveau d'un pays, soit au niveau de l'organisation. Parce que finalement, si le pays ne met pas ce cadre réglementaire, ça va être à l'organisation, donc au RSSI, au DPO, de mettre en fait cette réglementation et ce cadre réglementaire et de sécurité. En fait, ma question, elle venait parce que... Alors, il y avait... Je crois qu'il y a une loi qui s'appelait le Cloud Act, qui était aux États-Unis, mais qui a été créée avant le cloud. Je crois bien, parce que c'était destiné pour le trafic de drogue ou un truc comme ça. Mais par exemple, moi en tant que Français, je respecte le RGPD. Et comment ça se passe justement? Parce que les entreprises américaines sont censées respecter le RGPD aussi. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir de conflit justement entre ce que eux doivent suivre par rapport au Cloud Act et comment dire, fournir certaines DCP ou données à caractère personnel ou certaines autres informations, data qui transitent par leur cloud, et le respect du RGPD, en fait. Ma question, c'est un peu politique, mais pas trop, en fait. C'était juste pour savoir, niveau sécu, en fait, est-ce que mes données, elles sont vraiment sécures quand je commerce directement sur le cloud américain, de base, quoi. Dans ces cas-là, c'est choisir un provider pour lequel sûr qu'il va respecter ces enjeux-là. Donc, en tant que Français, tu as OVH, par exemple, qui, quand même, notre fleuron cloud, tu vois. Donc potentiellement, ce serait de partir vers des providers comme ça. Si c'est selon, tu sais, s'il y a un enjeu en fin de compte derrière et ton entreprise, c'est vraiment une évaluation de risque, en fin de compte, une analyse de risque. Si tu estimes que c'est un risque pour ton organisation et que tu veux absolument être compliant au RGPD, dans ces cas-là, oui, en effet, pour être privilégié. Maintenant, on a aussi des serveurs qui sont hostés pour Azure, AWS, GCP, des serveurs qui sont hostés en Europe, en France. Donc ça pose plus trop de problèmes pour cette histoire de gouvernance, la donnée est bien localisée. Mais par contre, ça pose toujours des problèmes, oui, de Cloud Act. C'est la même chose pour Apple, c'est la même chose pour les Macs, c'est la même chose pour bien sûr, ouais. Les puces Intel, on n'est pas trop sûr. Donc voilà, c'est un enjeu... C'est un enjeu de réglementation, et en effet, il y a des réglementations en fonction des pays qui sont comme en opposition. Donc c'est à toi de voir comment tu peux les faire marcher, et qu'est-ce que tu es prêt à accepter. Puis à un moment donné, finalement, tu vas être aussi prêt à accepter ou obligé de l'accepter, parce que finalement, c'est le marché qui est défini comme ça. Donc, tu vois, je suis d'accord avec toi. Il y a des questions de souveraineté, de législation, de plein de choses derrière. C'est intéressant. Absolument. Très bien. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Écoutez, ça me semble pas mal comme intro. On va partir tête baissée dans le pentest cloud. Let's go. Alors, tiens, on va rester un peu du côté paperasse légale, etc. Une dernière fois. Allez, première après, c'est de la technique. Quand tu fais du pentest cloud, est-ce que, comme quand tu pentestes des choses on-premise, tu as besoin de faire une déclaration de démarrage de pentest? Est-ce que tu as besoin d'avoir l'accord de la personne, l'accord de la plateforme? Est-ce que tu es obligé de prévenir les deux? Est-ce que tout ça c'est prévu, accepté? Comment ça se passe globalement? Ouais, c'est vrai que ça, t'as forcément un processus qui est défini, t'auras forcément un contrat qui sera défini si t'es... Tout dépend qui t'es. Si t'es une équipe de pentest au sein d'une organisation, ça va être avec ton RSSI ou responsable de pôle, que tu vas définir ça, donc ça va aller. Si t'es donc je crois qu'en France c'est une entreprise de service, enfin je sais plus trop le nom, une entreprise de service consultant externe qui agit pour par exemple auditer un environnement cloud pour une organisation, forcément il y aura un contrat derrière, avec, comme pour on parle vraiment de périmètre, de scope, ça va être le même que pour un scope d'une application web, d'un réseau externe, d'un réseau interne, d'un réseau Wi-Fi. Il y aura des règles d'engagement qui seront propres à l'environnement, avec une méthodologie qui sera décrite. En tout cas, un bon contrat, c'est ce qui est censé écrire dedans. Attention, j'explique ce que tu serais censé lire si tu prends ce genre de service. Donc une méthodologie, des règles d'engagement avec ce qui est inclus au scope du test, donc à savoir... ça va être quoi en fait qu'on va tester? Est-ce qu'on teste le cloud du client en général? Est-ce qu'on teste seulement
je sais pas, par exemple, pour AWS, des VM, donc des EC2, voir si elles sont vulnérables, et on nous drop au sein des EC2 sur un réseau virtuel. Est-ce qu'on va revoir le code d'une fonction, le code d'une application? Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, il y a la méthodologie que tu vas appliquer toi, en tant que prestataire. Quelle méthodologie tu vas prendre? Et puis ensuite, il y a, dans ces règles d'engagement, tu auras aussi tout ce qui va être exclu. Et donc, évidemment, tu vas exclure notamment ce que le client ne veut pas tester, parce que le client ne va pas forcément vouloir tester. Imaginons qu'il ait 50 subscriptions dans Azure, il va peut-être pas vouloir tester les 50, mais seulement une ou deux. Donc tu vas exclure ce qui est à exclure, mettre en hors scope, et puis tu vas aussi exclure et mentionner dans le contrat ce qui est by default et by design exclu par le provider cloud. Et ça c'est important. Puis je pense que c'est peut-être ta deuxième question, on va faire le lien avec celle-là, mais je pense que la question qui suit, c'est un peu ça va cette idée-là, c'est de se dire, dans ces cas-là, on fait un pentest pour qui? On fait un pentest pour le provider cloud, pour notre client. Est-ce que le provider cloud nous autorise à faire un pentest? Est-ce qu'on a le droit de faire un pentest? C'est quelque chose qui est vu comme offensif, ça reste de la sécurité offensive. La sécurité offensive a un but défensif, certes, mais ça reste la sécurité offensive. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de base, on fait du hacking éthique, du ethical hacking. Donc il y a quand même le mot éthique qui est très important dans les deux mots. Il y a un des mots qui est hyper important. Mais si on parle des principaux, j'ai beaucoup parlé de Azure, AWS, GCP aujourd'hui, mais bon, c'est la même chose pour Oracle, OCI et autres. En fait, aujourd'hui, ça a un peu changé. Quand tu fais un pentest dans ces environnements-là, by default, c'est autorisé. C'est-à-dire que by default, sur tous leurs sites, que ce soit Azure, AWS ou GCP, ils décrivent en fait un peu les fondamentales des règles d'engagement que tu as le droit de faire quand tu fais du pentest. Et attention, je mentionne bien pentest, parce qu'on va voir que c'est un peu différent pour d'autres opérations de sécurité offensive, comme le Red Team par exemple. Donc en fait, quand tu fais ces engagements-là, de sécurité offensive, du pentest, dans ces environnements Azure, AWS et GCP, c'est autorisé par défaut. Tu peux aller sur les sites, tu tapes dans Google pentest GCP, et tu verras, tu as les règles d'engagement qui te disent en clair, tu as le droit de faire un pentest dans l'environnement, tant qu'évidemment tu as un contrat signé avec le propriétaire de l'environnement, puisque le propriétaire de l'environnement, ça reste ton client, et les propriétaires des machines virtuelles, ils les payent. C'est ça. Donc ça va être ça en fin de compte. Tu vas suivre ces règles d'engagement-là, et dans ces règles d'engagement-là de ton cloud provider, tu vas avoir des services qui sont exclus. Et c'est très très important. Parce que tu ne peux pas tout pentester dans Azure ou dans AWS, GCP. En clair, tu sais, c'est vraiment l'idée de... Tu es dans une usine, tu peux attaquer certaines machines, mais tu casses pas l'usine. Sinon, il n'y a rien qui marche en fait. Si tu brûles l'usine, les machines ne marchent plus. Toi, tu es là pour attaquer les machines, tu vois. Si tu brûles, c'est vraiment l'idée. Imaginons que tu as une machine, c'est le C2, une machine, c'est les comptes de stockage, une machine, c'est les fonctions, très bien. Tu as ton usine autour, c'est vraiment ton Azure ou ton AWS. Et puis, tu as des services qui font marcher l'usine. C'est par exemple l'électricité. Si tu coupes l'électricité, les machines ne marchent plus. Mais pour tout le monde, hein, pas que pour ton client. Donc l'idée, ça va être ça. Tu as des services que tu vas devoir exclure. Par exemple, tout ce qui est lié au DNS, en général. Par exemple, sur AWS, c'est le service pour le DNS, c'est Route 53. Ils vont te dire, par exemple, c'est exclu. T'as pas le droit, même si tu as un contrat pour pentester l'infrastructure du client, même s'il utilise notre service Route 53 de DNS, tu n'attaques pas. Tu ne vas pas tenter de faire du hijack, du spoofing, peu importe de quelle sorte. De toute façon, si tu y arrives, c'est-à-dire que tu as trouvé une vulnérabilité, donc reporte-la à Amazon. Parce que ça, c'est géré par Amazon. Le client va consommer ce service-là, mais à aucun moment, là, il va être vraiment très très maître du service Route 53, comme il va être maître. Par contre, il va être maître vraiment d'une machine EC2, de la VM, de l'OS et autres. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'en fonction du provider que tu as, Azure, AWS, GCP, tu auras des règles d'engagement avec des services qui sont autorisés et des services qui sont exclus. Donc toi, en tant que prestataire, c'est ton rôle d'aller voir ce qui est exclu, autorisé, de rassurer ton client aussi, c'est très important, de le mettre au contrat. Ensuite, tu expliques ta méthodologie à ton client forcément. Donc tu as un contrat à travers tout ça qui va être signé par ton client. Ton client signe le contrat, ton client va expliquer son besoin. Il peut toujours, ton client, envoyer potentiellement un courriel. Ça peut toujours se faire. Donc ton client, tu peux toujours lui dire, envoie quand même un courriel à Azure, AWS, GCP. Si tu as un représentant des ventes, par exemple, avec qui tu travailles, ou un architecte de solution chez Azure que tu connais, avec qui tu travailles souvent, envoie un courriel pour préciser, mais c'est pas nécessaire pour le pentest uniquement. Tu vas expliquer ta méthodologie. Quand tu fais du pentest cloud, je parle du pentest, on parlera du Red Team après. Quand tu fais du pentest cloud, tu vas expliquer aussi ta méthodologie en tant que prestataire de service, consultant par exemple. Ta méthodologie, très souvent, on va retrouver un peu la même en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est que j'ai défini quand je travaillais chez GoSecure et chez Bell Canada. C'est un peu celle que j'ai retrouvé un peu partout ailleurs, dans tous les autres. Parce que c'est des services qui étaient assez nouveaux quand je suis arrivé là-bas, on n'en faisait pas, tu vois.
Et moi, je m'intéressais pas mal au cloud depuis pas mal de temps. Donc, je dis, bah, let's go, on va faire du pentest cloud, c'est plutôt cool, mais il faut une méthodologie, il faut expliquer comment on va le faire. Parce que l'approche aussi est différente. Désolé, en fait, je fais des liens de fou, ça se trouve, t'avais des questions, mais bah, je vais répondre. Vas-y, fais-toi Parce plaisir. que c'est important parce que, tu sais, quand tu lis un contrat de pentest, quand t'es client et que tu lis un contrat de pentest, surtout dans du cloud, c'est un environnement dans lequel déjà t'as un manque de contrôle. Donc, ce que tu as envie de contrôler, c'est à minima le contrat que tu vas avoir du gars qui va t'attaquer ton environnement. Tu veux être sûr que le gars comprenne ce qu'il fait, tu veux être sûr qu'il a une méthodologie et qu'il va se restreindre à certains services avec des règles d'engagement bien précises. Donc, tu vois, la méthodologie en général, c'était très simple. Tu avais 3 phases. La première phase, c'était vraiment l'attaquant externe qu'on appelait. C'est l'attaquant externe qui est en externe du réseau, qui sait juste que tu as un tenant. Par exemple, compagnie.onmicrosoft.com. Tu as quelques domaines qui sont gérés. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Qu'est-ce qu'on peut aller trouver? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut identifier des comptes de stockage? Est-ce qu'on peut identifier, faire du password spraying par exemple? Est-ce qu'on peut identifier des machines virtuelles qui sont exposées? Est-ce qu'on peut identifier... Qu'est-ce qu'on peut faire? En externe, sans compte. La phase 2, en général, c'était un peu comme du greybox, où on disait au client, bah, assumons qu'il y a eu une brèche. Assumons qu'il y a eu une brèche. Ça peut être, par exemple, il y a un développeur qui a leak dans un repo GitHub ou qui a leak dans un GitLab, peu importe, un access token. Ou, par exemple, le client utilise une application. L'application a besoin d'une identité dans le cloud pour rouler, donc elle a besoin d'un token lié à l'identité. On a attaqué l'application qui est exposée en externe sur Internet, on l'a routée, on la pawn, on a la main sur l'application, on a récupéré le token de l'application. Donc on est l'application maintenant dans l'environnement cloud. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que l'application dans l'environnement cloud? Quelles sont nos capacités d'élévation de privilèges, de mouvements latéraux, de persistance, et ainsi de suite. Ça, c'est l'étape 2. On peut faire, tu sais, on a une application qui s'est fait compromettre, on peut faire un utilisateur classique aussi qui finalement qui s'est fait compromettre, qui a juste un accès sur le portail Azure, par exemple, ou sur la console AWS. On peut faire un développeur qui s'est fait compromettre avec certains droits et permissions. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Et ensuite, la troisième phase que je faisais en général, moi, et que parfois on ne couvre pas, mais qui est quand même très intéressante, c'est un peu comme du white box, c'est-à-dire de se dire, tu vas me donner un compte qui est un read-only, mais qui est un read-only sur tous les services cloud. Par exemple, une subscription, dans Azure, il y a le compte qui s'appelle Global Reader. Global Reader, il est reader sur la subscription. En tout cas, quand tu mets un utilisateur Global Reader et que tu le set up sur le scope de la subscription, c'est comme ça que ça marche dans Azure, tu verras tout ce qui est dans la subscription. Donc, tout ce qui est dans la subscription, c'est les ressources. S'il y a 50 machines virtuelles, tu verras les 50 machines virtuelles en lecture seule. Tu verras les 50 comptes de stockage, il n'y a qu'un 50 comptes de stockage, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est ça, c'est tes Global Reader. Et en fait, tu vas faire là comme un audit, mais uniquement des points de sécurité. Parce que... Et pourquoi? C'est important. Parce que parfois, en externe, tu vas rien voir. Parfois, en externe, tu vas pas rentrer. Parfois, en externe, c'est correctement fait. Ou le client, il a peut-être 10 VM, mais il n'y en a aucune qui a une IP publique, il n'y en a aucune qui est exposée sur Internet. Bah, tu vas pas la voir. Peut-être que ton password spraying va pas marcher. Tu vas rien trouver. Peut-être qu'il va marcher, mais qu'il y a du multifacteur. Et très souvent, dans un contrat de pentest, en exclusion, évidemment, il y a tout ce qui est délit de service, on en parlait, attaquer aussi des services qui sont par exemple non autorisés par le provider cloud, mais il y a aussi toute la partie ingénierie sociale. Et très souvent, quand on fait du pentest, la partie ingénierie sociale n'est pas incluse. Donc, tu as des chances de l'externe, vu qu'il n'y a pas d'ingénierie sociale, de ne pas pouvoir rentrer si c'est correctement fait. Imaginons un pentest, tu as, comme je disais, 5 machines virtuelles qui n'ont pas d'IP public, qui ne sont pas exposées sur Internet. Tu as un compte de stockage qui est bien bloqué au public, à l'externe, qui est sécurisé. Tu as même cassé 3 comptes en password spraying, mais il y a du multifacteur partout. Bon. Tu as des moyens de bypass le multifacteur, on en parlera, mais on verra. Bah t'es bloqué finalement, t'as rien. Est-ce que tu veux envoyer un rapport avec en disant bah pas, félicitations, bravo, il n'y a rien? Le client à la fin a payé quand même pour quelque chose, il y a une question de business aussi. Envoyer un rapport qui est vide, c'est très bien. Tu peux inclure en fait un rapport où il n'y a pas de findings, critiques ou autre, en disant, bah voilà, tu lises tout ce que tu as fait, ta méthodologie, ce que tu as fait, puis vraiment, il n'y a rien. C'est possible. Mais c'est pas l'idéal. Donc en général, tu passes sur une greybox où tu as un compte avec des droits limités, tu essaies de voir s'il y a des possibilités d'élévation de privilèges, choses comme ça. C'est possible aussi qu'à ce moment-là, ce soit vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'on te donne un compte développeur, qu'il ait accès au pipeline de CI/CD. Bon, allez, t'as fait du mouvement latéral, taponne le GitHub éventuellement, taponne plein de trucs. Allez, éventuellement, taponne une autre application. Bah, ça pourrait être intéressant. T'aurais des chemins super complexes et super intéressants.
mais tu n'arrives pas à être finalement global admin du Azure et du cloud, parce qu'à la fin, ça reste le cloud, ton périmètre de test. Bah, tu aurais des choses à raconter aussi, mais pas non plus énorme. Donc souvent, ça c'est intéressant d'inclure une troisième partie avec un audit de sécurité où tu vas checker tous les points de sécurité de tous les services pour en fait un peu harden finalement et renforcer ou alors voir des choses que tu n'avais pas vues auparavant. Je te prends l'exemple simple. Un compte de stockage. Quand tu crées des comptes de stockage, par exemple dans AWS, mais c'est aussi le cas dans Azure ou GCP, tu peux lui donner un nom, par exemple, je sais pas moi, dev.tstockage.com, là, on s'en fout, on met un nom random. Mais très souvent, ce que font les clients, et ça arrive très souvent, c'est que tu mets une chaîne de caractères qui fait 32 caractères ou 45 caractères, enfin peu importe, avec un nombre défini, random. Donc tu peux très bien, en fait, le client peut très bien avoir en interne un compte de stockage qui est public, avec un nom totalement random, généré aléatoirement, que tu trouveras jamais. Et pour autant, sur ce compte de stockage qui est public, et vulnérable, tu as par exemple des données personnelles et autres. Ou des clés SSH par exemple, pour l'exemple. Donc par exemple, ce genre de choses, c'est critique. Mais tu ne le verrais jamais si tu n'avais pas fait un audit. Donc tu vois, c'est trouver le milieu, le moyen, il faut amener ta réflexion, il faut expliquer ta méthodologie au client, comprendre, parce que en fait en amenant cette méthodologie-là au client, en amenant cette façon de faire, en proposant ces scénarios, ces 3 scénarios finalement, ce test en 3 phases, le client comprend très bien en fait que tu comprends les enjeux du cloud, il comprend très bien aussi la valeur ajoutée qu'il y a en fait. Donc en général, on le fait en 3 phases, moi je le faisais en 3 phases, mais c'est un choix. Mais c'est un peu l'idée. Ça c'est pour le pentest. Voilà. En fait, je trouve que c'est très très similaire à ce qu'on fait dans le pentest classique. En fait, hein, même si on oublie qu'on est dans une émission cloud, t'aurais pu faire la même description pour du pentest interne, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est très similaire. La différence, en fait, c'est vraiment cette responsabilité sur l'infrastructure ou les services en question. Exactement. Et tu disais quelque chose tout à l'heure qui était intéressant, qu'il y avait certains services qui appartenaient au provider, donc tu disais la route 53 par exemple. En fait, le cloud provider, par exemple, si on inverse un petit peu les rôles, est responsable de faire des pentests en interne chez lui sur ses propres services pour s'assurer qu'il n'y ait pas un attaquant qui puisse venir attaquer l'infra de son client. Absolument, c'est exactement ça finalement. C'est la même logique. Et puis, très souvent, enfin tout le temps, hein, ils ont des équipes. Ils ont à la fois beaucoup de moyens, donc des équipes de sécurité internes qui font du pentest, des équipes qui font de la revue de code pour revoir leur code, parce qu'à la fin, derrière, ça reste du code. Ton Route 53, c'est du code, c'est ce que tu vas voir, c'est du code. Ils ont des équipes qui font aussi des red teams plus avancés. Ils prennent aussi des consultants externes et des compagnies externes. Et puis, ils ont très souvent aussi des équipes de recherche. Ces équipes de recherche-là, Azure, AWS ou GCP, elles sont justement là pour trouver dans les services, par exemple de Azure, GCP ou AWS, des potentielles nouvelles techniques d'attaque, de compromission, des manières de faire, de contournement, avant que d'autres chercheurs en sécurité publique ou vraiment les bad guys trouvent des trucs intéressants à faire. Voilà, c'est l'idée. Donc il y a de la recherche, et est-ce qu'il y a du bug bounty aussi alors, soit chez le provider, soit même chez les clients. Est-ce que c'est possible un scénario comme ça où il y a un client qui a une infra cloud et qui ouvre un bug bounty sur son infra, mais du coup le cadre il doit être un peu spécial parce que tu ouvres ton bug bounty sur cette infra là mais qui ne t'appartient pas entièrement. Enfin, tu vois, est-ce que ça peut poser des problèmes? Je comprends. Alors, pour être très honnête avec toi, je me suis jamais renseigné parce que j'ai jamais eu une cas, mais c'est une très très bonne question parce qu'en soi, tu n'ouvres plus entre guillemets le contrat uniquement à une boîte de consultants externes qui va faire ton pentest sur un temps limité. Tu vas l'ouvrir sur un temps qui va être en général beaucoup plus long, avec peut-être du script kiddie qui va faire n'importe quoi depuis ton infra cloud et qui potentiellement attaquerait des services qui sont pas autorisés dans ton Azure. Et tu serais en fait le responsable à la fin. Ouais. Donc je te dirais que, je sais pas, c'est borderline, c'est une bonne question. Faudrait que je regarde s'il y a déjà eu des cas de figure ou des bug bounty pour des organisations dans lesquelles ils ont mis par exemple leurs VM Azure qui sont exposés. Ça me semble borderline. En tout cas, moi si j'étais RSSI, je dirais non, mais là pour ce genre de scope, on prend une boîte externe qui va nous faire. C'est très intéressant quand même ce que tu dis, parce que tu dis que dans ces cas-là, tu serais responsable. C'est-à-dire que si tu as un hunter qui vient casser l'infra, toi, en tant que client, en fait, c'est toi le client du hunter, tu serais responsable de la casse. Est-ce que c'est pareil au niveau du pentest? Du coup, si tu as une équipe de pentesters qui vient péter l'infra AWS ou n'importe, en fait, est-ce que tu es responsable de ça?
Bah, à la fin, en fin de compte, c'est toi qui as signé le contrat en fin de compte de service avec le provider cloud. C'est toi qui as signé, qui a dit qu'il allait respecter les conditions. Le pentest est autorisé, certes, mais tu es censé les connaître, les conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation, c'est le pentest. On te dit, tu touches pas Route 53, tu fais pas de déni de service, tu fais pas de fuzzing sur tel service. C'est que le pentest fait n'importe quoi et que tu t'es pas assuré de faire ta due diligence comme quoi ils étaient bien compétents et qu'ils comprenaient ces enjeux-là. À mon avis, c'est plutôt toi qui restes en tant que client, t'as signé le contrat derrière. Microsoft, ils vont pas aller voir forcément l'équipe de pentest. Toi, par contre, tu auras un enjeu, toi, en tant que client avec Azure, et tu es en équipe de consultants, on aura un enjeu avec toi en tant que client. Tu comprends Et donc, oui. J'aimerais juste revenir aussi un tout petit peu en fait sur justement la méthode en fait de pentest sur le cloud, parce que moi je suis pas pentester, du coup je vois pas, moi personnellement là sur ce que tu as expliqué, je vois pas la différence entre un pentest en interne et le pentest en cloud. Est-ce qu'il y a une vraie différence là-dessus? Est-ce que ça va être sur les outils que tu vas utiliser? Est-ce que ça va être sur la méthode précise que tu vas utiliser? Est-ce que ça va être parce que le scope il va être plus réduit parce que j'ai pas le droit d'aller taper l'infra ou etc. Bon, dans un pentest c'est pareil en fait, tu vas pas taper l'infra. Si tu es dans un hôpital, tu viens pas tout casser. Et du coup, moi n'étant pas pentester, en fait, là sur ton explication, je vois pas vraiment la différence avec un pentest cloud. Alors, il y en a, en fait, là, tu vas, on en a, plus on va dans la conversation et plus tu vas voir, en fait. Mais je te dirais que la première grosse différence, déjà, on fait pas des audits de sécurité dans tous les pentests. Tu sais, parfois, quand on voit un pentest, par exemple, d'un réseau interne, d'un Active Directory, on va pas aller faire l'audit complet de l'Active Directory, par exemple. Tu vois. Ça, en général, on le vend très souvent, soit on le vend dans le même mandat parce qu'on se dit, bon, on fait un bundle, mais très souvent, on fait aussi des audits de sécurité de l'Active Directory comme totalement à part, ou vraiment, on fait un audit de sécurité de l'Active Directory. Ou on fait un audit de sécurité, je sais pas, par exemple, des serveurs Windows. On prend 3 échantillons de serveurs Windows, tu vois, un 2019, machin, et on regarde comment ils sont configurés et s'ils sont hardened. Par rapport à, par exemple, du CIS, benchmark, choses comme ça. Et souvent, ça on le fait pas quand on fait un pentest, par exemple. Donc ça, on va pas le faire quand on fait un pentest interne, d'un réseau interne, par exemple. Pareil pour une application web. L'application web, on fait un pentest. Oui, on a le black box depuis l'externe, depuis Internet. Oui, on a le mode authentifié, avec un utilisateur, par exemple, tes comptes, pour vérifier la segmentation entre les comptes utilisateurs, entre les organisations, par exemple, dans l'application web. Mais on va pas aller relire le code forcément à chaque fois. On va pas aller faire un white box du code forcément à chaque fois. On va pas aller vérifier forcément les droits et comment est configurée, par exemple, la base de données, avec quel droit elle est configurée. Tu comprends? Donc ça, c'est une chose. C'est un peu différent. L'audit de sécurité, on va vraiment vérifier des points de sécurité précis. On n'est pas obligé de le mettre dans le pentest de cloud. Attention, moi, je le mettais parce que je trouvais que la vue était plus complète et que ça faisait du sens pour certains services qui peuvent être très mal configurés et du coup très critiques et pourtant exposés en externe mais pas visibles pendant le pentest. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que, et là où c'est très différent, vraiment très différent, la grosse différence, c'est le modèle de permission et de rôle. C'est-à-dire que dans le cloud, à un moment donné, tout est lié à des permissions et des rôles. Tu peux rentrer depuis l'externe en ayant fait un password spray, tu as récupéré un utilisateur, tu as un utilisateur donné, et tu as 0 permission. Imaginons tu es en AWS. Tu as cassé un compte. Tu as accès au portail AWS. Tu te connectes. Ou tu as récupéré un access token. Access key, pardon. Tu te connectes avec cet access key dans AWS. Si l'utilisateur il n'a aucun rôle, aucun groupe, aucune permission, ce qui est possible quand tu crées un utilisateur par défaut, c'est comme ça, tu vas strictement rien faire dans AWS. Mais strictement. C'est-à-dire que tu vas, avec ton utilisateur, tu vas dire voilà, on a un breach. Ok, t'arrives à lister les utilisateurs? T'arrives à lister les bucket S3? Juste à lister, hein. Même pas les lire, même pas les parcourir. T'arrives à lister n'importe quoi. Ton organisation à laquelle t'es, tu pourras rien faire. Chaque action que tu vas émettre, par exemple dans AWS, c'est pareil dans Azure, et je parle pas trop dans Azure, mais je parle de AWS, voilà, après. Dans AWS, chaque action que tu vas émettre, t'as un call d'API. Le call d'API, c'est une permission précise. Par exemple, IAM list user, pour lister les users. T'as pas ça, tu peux pas lister les users. Donc en fait, l'enjeu il va être là, la grosse différence elle va être là. C'est que quand tu es dans un environnement Active Directory, quand tu as un compte domain user, même si on te met dans aucun groupe, tu seras forcément groupe domain user, même si on te met dans aucun groupe, finance, HR, IT, tu auras beaucoup de visibilité. Tu pourras lister les users, tu pourras lister les groupes, tu pourras, on le sait, du Kerberos, de la SPN, tout. Tu auras beaucoup de possibilités. Tu pourras attaquer le niveau réseau pur aussi. Faire du relais, du pass de hash, du NTLM, peu importe ce que tu veux. Tu pourras faire du Nmap, attaquer les serveurs, les services qui sont déployés dans un environnement cloud. Si tu n'as même pas la possibilité de lister les VM,
ou les VPC dans AWS, tu verras aucun réseau, aucune VM, tu as accès à une console qui est vide. Tu vois, c'est une grosse différence, c'est qu'il y a des modèles IAM de permission qui régissent en fait les environnements cloud derrière, qui sont plus ou moins stricts, attention, moi j'ai pris le plus strict AWS, qui sont plus ou moins stricts, et en fonction de ça, tu as des capacités qui sont très limitées. Donc c'est ça la différence qui va jouer en fait aussi avec un pentest par exemple d'un réseau interne classique ou d'une application web. C'est que tu peux avoir un accès mais rien faire. Maintenant, si on prend l'exemple de Azure AD, enfin Entra ID, pardon, c'est comme pour X et Twitter, tu vois. Moi je suis resté sur Twitter, je suis resté sur Azure AD, c'est Entra ID, mais j'arrive maintenant de plus en plus à dire Entra ID, donc c'est correct. Donc, mais tu dis Azure toujours AD Twitter. Entra ID. Ouais, j'ai sur Twitter. Azure AD Entra ID, c'est le service d'identité en fait. On appelle ça un IDAS, Identity Service. C'est le service d'identité de Azure. C'est ce qui gère en fait l'identité dans ton environnement Azure. Ce service-là, tu crées des comptes utilisateurs dedans. À partir du moment donné où tu as un compte dans Azure AD, tu as beaucoup de visibilité. Tu n'auras pas forcément de la visibilité, attention, sur ce qu'on appelle les ressources. Parce qu'il y a deux parties dans Azure qu'il faut bien comprendre qui sont distinctes. Tu as la partie Azure AD, qui est l'identité, et tu as la partie, ce qu'on appelle, enfin, Entra ID, pardon, et tu as la partie à droite qu'on appelle Azure RM. Azure RM, c'est Resource Manager, c'est toute la partie de tes ressources. Dans Azure RM et Azure AD, Entra ID, c'est deux modèles de permissions différents. Tu peux être, par exemple, dans Azure RM, tu as tes ressources, tes VM, tes comptes de stockage. Tu peux être administrateur de VM et ne pouvoir rien faire sur les utilisateurs. Comme tu peux être un utilisateur et ne pouvoir rien faire dans les VM, dans les comptes de stockage. Rien lister, rien faire. Tu peux être après Global Admin ici et ne pouvoir rien faire sur les VM, mais tu vas te donner le droit de tes Global Admin. Tu t'en fiches. Donc en fait, ça c'est l'idée. Et ce qui est différent aussi, quand tu es sur un réseau, un environnement AD, tu as accès à tout ton AD, tout ton domaine. Tu n'as pas forcément accès, oui, aux autres domaines qui sont ce qu'on appelle en trust. Tu n'as pas forcément accès aux autres forêts, en fonction du trust, ça dépend. Par contre, tu as accès à tout ton domaine. Dans Azure AD, Entra ID, c'est un peu la même chose. Tu vas avoir des tenants et des subscriptions, et c'est un peu comme un arbre en fait. Et en fonction de où on te met le droit dans l'arbre, tu as un système de hiérarchie qui descend, et tu auras le droit sur ce qui est en dessous. Donc il y a aussi ça qui joue. Tu peux être développeur, tu es content, tu as des super droits, mais en fait tu as le droit sur un seul CI/CD, un seul pipeline de CI/CD, c'est de la ressource, donc c'est Azure RM, dans Azure RM, et dans Azure AD, tu es développeur, puis tu vois bien quand tu lis tes droits que tu n'as pas accès à grand chose. Par contre, la différence dans Azure AD Entra ID, c'est que de base, un user a quand même beaucoup plus de visibilité. On va pouvoir lister les users, lister les groupes, lister les attributs des users, c'est très intéressant, tu sais qui est qui. Tu peux quand même faire beaucoup de choses. Pareil aussi quand tu es guest, j'inviterai les gens à aller regarder, parce qu'on peut en parler. On pourrait faire 1 heure parler que des guest users dans Azure. Quand tu es un guest user dans Azure, tu as beaucoup de droits. Et j'invite tout le monde qui ont des environnements Azure AD Entra ID à juste aller cliquer dans guest user, lister les guest users, voir combien ils en ont. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu es guest user aussi, by default, tu peux ajouter d'autres guest users. Alors, je ne sais plus si c'est le cas, peut-être qu'ils l'ont modifié. Mais imagine juste la pyramide. C'est sale, ouais. Bon. Donc voilà. Donc ça c'est important, c'est que les modèles IAM, je vais en parler un petit peu après, on va finir sur les bug bounty peut-être, mais les modèles IAM sont très très différents en fonction des environnements. Et ça va jouer sur la différence qu'il y a entre un environnement interne, réseau interne, Active Directory et AWS, GCP ou Azure. GCP c'est encore un autre modèle IAM. Là je vais vous expliquer rapidement comment AWS c'est. AWS c'est des policies. Et Azure AD Entra ID c'est du Airback avec des rôles. Et puis tu as plusieurs modèles. Tu as un modèle qui est Azure AD Entra ID et tu as un modèle qui est Azure RM avec des modèles de permission différents. C'est pas les seuls modèles de permission. Azure c'est compliqué. AWS c'est pas compliqué, c'est des policies. Tu as plusieurs niveaux de policies, au niveau de ton organisation, au niveau de tes groupes, au niveau de tes users. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est toujours la même logique. Azure, il y a beaucoup de modèles de Airback. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de Airback. Il n'y a pas que le modèle Azure AD Entra ID qui existe. Il y a MS Graph API, qui a sa propre Airback. Il y a Azure RM, qui a sa propre Airback. Il y a, il me semble, il y a Azure Key Vault, pour gérer toutes les clés, qui a sa propre Airback.
C'est-à-dire que tu peux avoir un rôle important dans Azure Key Vault, lire tous les secrets, mais ne rien faire après dans Azure AD et sur les users, ne rien faire dans les ressources sur Azure RM. C'est très compliqué. Je pense pas que je peux share mon écran, je sais pas trop, mais j'ai un genre de tableau que j'ai fait. Tu peux si tu veux, hein, si jamais c'est plus juste pratique. pour expliquer. Ouais, pas de souci. Ouais, ce serait pratique, juste pour expliquer un peu les enjeux, parce que c'est très, très important, parce que en fait, cette discussion des modèles, des rôles et des permissions IAM, c'est le cœur, selon moi, et enfin, totalement, mais je pense que non, parce que quand t'as pas les droits, tu fais rien en fait. Mais quand tu fais les séquences offensives, c'est le cœur en fin de compte des actions que tu vas pouvoir faire, et c'est le cœur de ce que tu vas devoir comprendre, des capacités que tu vas avoir ou pas. GCP, c'est encore différent. GCP, c'est très chiant. C'est-à-dire que GCP, par exemple, ton user, tu vas savoir qu'il est dans tel groupe, qu'il est dans tel rôle, qu'il a tel enfin, non, tu vas savoir qu'il est dans tel groupe, voilà. Tu vas pas savoir, par exemple, sur quel VM il va avoir des droits. Par contre, c'est par ressource. C'est-à-dire que tu vas aller sur la ressource, la VM, et tu vas voir que tel user, il a tel droit dessus. Tu vas aller sur ton compte de stockage, et tu vas voir qu'il y a tel user, et tel groupe qui ont des droits dessus. Et donc c'est très très compliqué, GCP, parce que c'est vraiment plus orienté genre ressources. C'est un peu différent. C'est pour ça que quand je disais que c'est compliqué de quelqu'un qui va faire du cloud dès demain, qui va devoir gérer ça, parce que s'il fait du multi-cloud, déjà il va devoir comprendre 3 modèles IAM totalement différents. AWS, Azure et GCP. Selon moi, le plus compliqué à comprendre, c'est quand même Azure. Je vous le dis, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, c'est Azure le plus compliqué. C'est bon. Voilà, c'était juste pour expliquer un peu ce modèle d'IAM et la différence qu'il y a. Là, tout à l'heure, je parlais un peu de hiérarchie. Tout en haut, dans tous les cas, quand tu vas dans Azure, et quand tu crées en fait, ton compte Azure, quand tu démarres quelque chose dans Azure, tu vas créer un tenant. C'est genre vraiment le démarrage. Tu ouvres un compte dans Azure, tu crées un tenant. Blabla.onmicrosoft.com. Tu auras ton Microsoft tenant. T'es pas obligé d'avoir des ressources. Tu peux juste avoir un tenant. C'est comme un environnement Active Directory, c'est comme un domaine. Tu vas mettre tes users, tes rôles, tes groupes. Voilà, tu peux faire des applications après là-dedans et tout, on en reparlera à la fin. C'est très intéressant, niveau offensif, tu peux faire des applications. Et puis c'est tout. Tu restes là, tu fais de l'identité pure, tu consommes de l'identité. Très souvent, c'est ce qu'on a quand on a du Office 365. On a du Office 365, on a aussi un tenant dans Azure, avec le même nom de notre domaine que dans Office 365, dans lequel on peut aussi assigner des licences, voir les licences des users et autres. Ça, c'est ton identité, c'est un peu ton Active Directory, ton tenant. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle des groupes de management. Juste ici, tu vas avoir des groupes de management et des management groups. Ça, on s'en fiche, c'est comme des OU. Très grossièrement, c'est comme des OU. Et enfin, tu vas avoir les subscriptions. Et les subscriptions ici, c'est vraiment là où se passe comme la facturation. La facturation se passe à la fois dans ton tenant, en mode quel plan t'as, combien t'as de user, enfin pas combien t'as de user, mais quel plan Azure AD, Entra ID tu as, est-ce que t'es P1, P2, ainsi de suite. Et ensuite, au niveau de la subscription, dès que tu veux déployer la moindre ressource, une VM, un compte de stockage ou peu importe, il faut que tu aies une subscription. Tu ne pourras pas le faire avec un tenant uniquement. Une fois que tu as ta subscription, là tu déploies justement des ressources groupes. Ou pas, mais en général tu fais un ressource groupe genre par exemple dev, prod, peu importe, ou directement tu le fais au niveau de la subscription, mais peu importe. Et tu déploies tes ressources. Donc en fait tu peux avoir par exemple des droits directement dans ton Azure AD, Entra ID, et n'avoir aucun droit dans tes subscriptions. Et c'est un peu cette idée-là, c'est la même idée, tu vois, où tu as en fait t'as Azure RM et Entra ID, mais là, tu vois, quand on voit comme ça, on se dit, ah oui, donc en fin de compte, si tu as des droits dans ton tenant, Azure AD ou Entra ID, tu as des droits partout, puisqu'on a dit que c'était hiérarchique, ça descend. Ouais. Et non, il y a un chercheur en sécurité qui s'appelle, qui travaille chez SpecterOps, qui s'appelle Andy Robbins, c'est les gars qui ont fait Bloodhound notamment, et lui, depuis environ 5 ans, il travaille énormément sur justement cette partie d'identité et sur Azure, et notamment sur Entra ID, mais aussi un peu tout ce qui est Azure RM, les ressources. Et c'est important parce que quand on parle d'Azure, en fait, et vous allez voir c'est pourquoi c'est important, quand on parle d'Azure, les gens disent Azure. Azure, oui, non mais Azure quoi? Entra ID, l'identité, ou Azure RM, les ressources. Quand on me dit ouais, j'ai du Azure, t'as quoi dans Azure? T'as des users uniquement? Ou t'as des ressources réellement que tu te consommes? C'est la grosse différence. Et lui, il a fait un talk, et dans ce talk-là, il a partagé ce schéma-là. Et ce schéma-là, c'est vraiment le cœur de ce que je vais expliquer. C'est pour ça qu'Azure est compliqué. Le cœur de ce que je vais expliquer, c'est pourquoi Azure est compliqué. Hein. Ça, il me filait. C'est pourquoi Azure est compliqué. Tu crées toujours ton tenant, comme on a dit au tout départ. Tu as ensuite en dessous tes services principaux, tes devices, tes groupes, tes users. Tu peux t'arrêter là. Mais dès que tu vas commencer à créer des groupes de management et avoir des subscriptions, tu auras des ressources.
Et donc tu peux avoir des droits quelque part, mais ne pas en avoir ailleurs. Et vice-versa. Qu'est-ce que ça crée? Attention, c'est un tableau que j'ai fait qui est à jour depuis mars 2024, qui est le 4 mars 2024, dernière mise à jour. Donc le nombre de rôles n'est pas forcément bon. Qu'est-ce que ça crée? C'est qu'en fait, tous ces systèmes, en fin de compte, qu'on vient de voir, Azure AD, Azure RM, ont des modèles de permissions qui sont différents. Et ont des modèles IAM qui sont différents, avec des droits, des permissions différentes. Et que tu vas set-up à différents endroits en plus. Et ça, c'est fou. Parce que le gars qui demain, on en parlait tout à l'heure, est admin système, admin réseau, admin sécurité, on lui dit maintenant tu fais du cloud, tu fais du Azure, et tu me set-up tel truc, lui il veut que ça marche. Ouais. Va lui, s'il comprend pas les modèles de permission IAM qui sont liés, c'est très compliqué pour lui d'aller déployer correctement avec le least privilege, avec le moins de privilèges possible, des droits pour que le mec par exemple consomme uniquement une machine EC2 sans être global admin. Voilà, ça c'est l'idée. Donc là je vous explique rapidement. En haut, ici, tu as tout ce qui est Azure RM, ensuite tu as tout ce qui est Entra ID, l'identité, et ensuite tu as tout ce qui est les permissions liées aux API, qui sont par exemple notamment MS Graph API, la fameuse, c'est l'API un peu back-end, on va dire, c'est le backbone un peu de tous les calls qui sont faits sur Azure, à la fois au niveau des ressources que l'identité, et c'est une API, MS Graph API, qui est extrêmement aussi intéressante pour tout ce qui est abus de privilèges, et puis on en reparlera après pour tout ce qui est Red Team ou offensif. Mais ça c'est l'idée. Quand même, juste, même si tu vas pas dans le détail tout de suite, est-ce que si j'arrive à avoir des droits, des privilèges sur Entra ID ou Azure RM, etc., j'ai quand même possibilité de pivot ou pas? Ben justement, ça dépend de ton droit, mais il y a possibilité que tu n'aies aucune possibilité de pivot. Ok. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. On va prendre un exemple. Je vais donner un exemple simple. Imaginons. Parce que là, c'est même plus de la, c'est pas de la privesque en fait. Tu changes complètement, tu pivotes complètement sur autre chose, quoi. Tu pivotes d'environnement. D'environnement, c'est ça. Tu vois ici, par exemple, tu as. Je fais ça parce que je prends des slides qu'on a fait au Québec Tech, mais moi, ça explique très très bien. Tu vois, j'ai pris pas mal de temps à le faire, donc ça explique très bien l'idée. Tu as ton tenant. Tu as ton tenant ici, ton Entra ID tenant, et tu as ta subscription qui est ici. Dans ta subscription, tu as la petite éclair, c'est une Azure Function. C'est une fonction exposée en externe sur Internet. Toi, tu es un attaquant. Tu es sur Internet. Tu vois la fonction qui est vulnérable, elle expose une API, tu l'exploites. Cette fonction, pour rouler et pour tourner dans ton environnement Azure largement, donc dans ta subscription, elle a besoin d'une identité. Parce que la fonction, forcément, derrière, elle fait quelque chose. Je veux dire, la fonction, derrière, elle fait peut-être... elle a accès à un compte de stockage, elle va chercher son code quelque part, elle a accès à des secrets, peu importe, mais elle fait des choses derrière, sinon ça ne sert à rien, la fonction. Donc, il faut qu'elle ait une identité. Pour rouler, dans Azure, tu as deux identités, tu as les Manage Identity et les User Define, on s'en fiche, tu as une identité. Quand tu es attaquant, tu compromets une Azure Function, tu récupères le token, en fait, de cette identité-là. À partir de ce moment-là, tu es la fonction Azure dans l'environnement. Et là, c'est en fonction de comment elle a été configurée. Donc, et là, c'est seulement tu as Azure Subscription. Tu pourrais attaquer depuis là-haut, directement, et attaquer le tenant, en disant, moi j'attaque directement au niveau du tenant. Parce que je vais attaquer des identités, des users, par exemple des comptes users et ainsi de suite. C'est l'idée. Voilà. À la fin, ça te donne quelque chose... à la fin, la compromission totale te donne un chemin comme ça, où tu te rends compte en fait du chemin qui est parcouru depuis une fonction Azure publique jusqu'à... Tu vois, le lien, il est ici. Le lien, il est ici, en fait. Il est entre... Il est au niveau de... L'utilisateur re-entry. J'ai fait le truc simple, hein, mais où il y avait des creds sur une VM, mais ça pourrait être des clés SSH sur un compte de stockage, ça pourrait être des access tokens sur un GitHub ou un CI/CD pipeline qui serait considéré dans le Azure Subscription, dans les ressources, qui permettent de faire un pont vers de l'identité et de l'attaque sur les identités. La vraie question, c'est ça. La vraie différence, c'est ça, en fait, c'est que faut comprendre tes modèles IAM, et la grosse différence avec du on-premise et du AD, c'est qu'il faut comprendre, si tu comprends pas ton modèle IAM, tu peux pas avancer en fait. Alors moi du coup ça me fait venir direct deux questions. Là tu nous expliques tout ça, tu vois. Et au départ je me disais, ok, en fait vu que t'as des airbags un peu partout, tu vois, et que c'est le modèle d'autorisation en gros de droit, etc. est bien découpé par ressource ou par modèle ou par fonction, etc. Au départ je me disais, ah c'est cool, peut-être qu'il y a moins de droits sauvages comme on rencontre sur un AD où il y a le stagiaire qui arrive, le dev, et tu le mets domaine admin et puis il le reste toute sa vie, tu vois.
C'est totalement le but. Et en fait, au fur et à mesure que tu continues à expliquer la complexité et tout, je me suis dit, attends, en fait, ça doit être tellement l'enfer à setup, ce truc-là, que t'as forcément un gars soit qui est pas assez formé, soit qui a pas le temps, ou soit à la fin de projet, il faut livrer. Et du coup, tu dois avoir des dingueries, en fait, mais d'une nature différente. T'as exactement compris, en fin de compte, c'est qu'il y a un moment donné, des fois, tu vas vouloir que ça marche, mais on te dit aussi qu'il y a des enjeux de sécurité, t'as des enjeux de faut que ce soit livré demain matin, ou souvent faut que ce soit livré pour avant-hier. Donc oui, en effet, mais par exemple, tu peux taper sur internet, tu vas sur internet, tu tapes, je sais pas, par exemple, AWS EC2 permission, et tu vas avoir une liste juste pour le service EC2, qui sont les VM, de toutes les permissions. Et tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Et tu vas dire, ok, moi je veux restreindre au maximum. Heureusement, AWS, Azure, GCP, ils ont créé des rôles qu'on appelle built-in, c'est des rôles by default qu'ils ont créés. Donc évidemment que si tu mets EC2 administrateur, le gars il va cocher plein de permissions, tu vois, pour EC2, et il aura beaucoup de droits. Imagine que tu te dises, non, moi ce gars-là, je veux, par exemple, pour une fonction Azure, qu'il puisse uniquement l'instancier, la lancer. Bah, tu dois faire un rôle custom, que tu vas créer toi-même. Tu vas lister, c'est bien fait quand même, après faut pas se mentir, hein, c'est bien fait, tu tapes lambda pour les fonctions, pour les fonctions, par exemple AWS, tu tapes lambda, 2 points, puis tu vas voir toutes les calls d'API, les permissions, tu vas te dire ok, je veux que ce soit cette permission-là, je veux juste qu'il puisse l'instancier. Mais vu qu'il peut uniquement l'instancier, il sera pas en capacité par exemple d'aller la lister pour avoir l'ID de la fonction lambda. Donc il faut aussi que tu lui donnes le fait de pouvoir lister les fonctions et ainsi de suite, tu comprends ? Et voilà, ça rajoute de la complexité, donc souvent on se dit, oh là, c'est trop compliqué. Ok, il est lambda admin. Voilà. Catastrophe. Il peut tout faire. Mais il peut tout faire sur toutes les fonctions lambda. C'est l'idée. Alors, ouais, du coup, c'est intéressant parce que j'imagine que même au niveau offensif, niveau pentest, quand tu fais de l'interne, globalement, tu vas aller essayer de choper le compte d'un helpdesk, tu vois, ou d'un administrateur réseau ou un truc comme ça. Là, au final, c'est un peu différent. Tu vas essayer de target soit les gens qui ont setup l'IAM à la base, soit des devs peut-être qui sont sur une appli maîtresse dans l'entreprise. J'ai l'impression que ça change un peu les targets que tu peux avoir. Absolument, absolument. En fait, tu vas être restreint en target. Tu vas devoir target uniquement ce qu'ils ont comme service. C'est-à-dire que oui, peut-être Azure, c'est... je dis une connerie parce que ça évolue tous les jours. Imaginons qu'il y ait 300 services de disponibles sur Azure. L'entreprise ne consomme pas 300 services, elle en consomme peut-être 15. Donc déjà, ça te restreint. Les semaines d'attaque sur les différents services... Tous les services, par exemple, aujourd'hui non plus, n'ont pas eu de recherche qui a été faite dessus par des chercheurs en sécurité offensive pour se dire justement, tiens, par exemple, s'il y a tel service qui est déployé, telle technique permet de faire telle chose ou telle chose. Donc, déjà, tu es restreint par le nombre de services qui est déployé. Tu es restreint par le fait qu'aujourd'hui, ton CSP, peut-être, il va être comme, by default, tu vois, il va être comme bien défini et secure. Donc, tu es restreint par plein de choses, mais c'est sûr que tu vas pas target forcément quelqu'un qui est global admin. Parce qu'à la fin, il est global admin, t'es global admin, oui, c'est le Graal. Parfait. Mais peut-être que ton objectif il est ailleurs, on en parlera pour le Red Team après, peut-être que tu veux faire autre chose, et puis peut-être que toi, si tu arrives à taper quelqu'un qui est dans l'équipe de dev, justement, qui a accès au pipeline de CI/CD, au GitHub, en fait, ça veut dire que potentiellement, t'as potentiellement un moyen de mouvement latéral sur toutes les applications qui sont déployées en externe. C'est peut-être beaucoup plus violent en termes de risque pour l'entreprise. L'entreprise, tu lui dis, regarde, je suis global admin de ton Azure. Bon, ils vont dire c'est cool parce qu'après tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Mais imaginons autre chose. Tu vas dire ouais, je suis admin de TVM. Ils vont dire ouais, c'est cool, c'est des machines de test, il y a rien dessus. Ouais. Bon, on s'en fiche. Par contre, tu lui dis je suis dans ton CI/CD, j'ai réussi à m'implémenter. Et puis dire regarde tel commit dans GitHub là, j'ai poussé un commentaire, tu vois. Et il va te dire ok, là ça pue. Ouais. Donc ça dépend. Okay. Après. Ouais. Bon, après, attention, je dis pas faut pousser des commentaires dans les commits GitHub, attention, j'ai comme ça. Valider avec votre client pour la preuve de concept. Faut toujours valider parce que tu sais, on pousse un commentaire, le client va peut-être te dire attends, t'as touché au code en production, hein. Vous êtes responsable de votre sabotage et de votre futur chômage, voilà, c'est votre problème. Voilà, je vais finir juste sur les bug bounty parce que désolé, on a totalement vrillé. Pour les bug bounty, oui, en fait, chaque plateforme a des bug bounty. C'est pareil, hein. On aurait pu faire simple, mais forcément c'est plus compliqué. Chaque plateforme a des bug bounty. Tu tapes bug bounty Azure, bug bounty AWS, GCP, t'en as. Pour AWS, juste pour idée, j'ai checké là un peu tout à l'heure, parce que je me suis dit, ok, il y en a un, je le sais, mais t'en as genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Amazon, actuellement que j'ai trouvé. Il y en a un qui concerne AWS. C'est le AWS_VDP sur HackerOne. Pour AWS, c'est du HackerOne. Après, t'as
Amazon, tu sais, pour tout ce qui est Amazon.com, tout ce qui est store, considéré comme store entre guillemets, et Amazon VRP, enfin t'en as plein de différents. Donc Amazon, ils en ont plusieurs en fonction de leurs produits, tu sais, ils en ont pour leurs devices, genre les Amazon Echo, enfin je sais plus, les trucs qui parlent là. Ah oui. Ils en ont pour les petites boules là. Ils en ont pour Amazon, ils font aussi, tu sais, ils ont acheté Ring, les sonnettes là, ou je sais pas quoi, les caméras extérieures. Donc ils ont des programmes pour différents trucs, mais ils ont un programme pour AWS dans HackerOne. Microsoft, eux, ils ont plein de programmes. C'est quasiment ceux qui ont le plus de programmes, parce que eux, ils ont les programmes legacy qui datent toujours pour Microsoft, les serveurs et tout. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, eux aussi, au niveau de leur service, c'est que tu as le programme identité. Et c'est là qu'on comprend bien aussi, tu sais, tout l'enjeu de l'identité, c'est qu'ils ont le programme identité, qui est tout ce qui est lié au compte, à Azure AD, Entra ID, Office 365, tout ce qui est lié à l'identité. Tu arrives à bypass par exemple du MFA avec une nouvelle technique et finalement tu arrives à bypass tous les MFA de manière inconditionnelle. C'est une belle zero day que tu vas déclarer dans ce programme-là. Donc pareil, Microsoft a différents programmes. Tu as le Identité, tu as le programme Azure DevOps, tout ce qui est DevOps. Tu as différents programmes pour Azure. Et pour GCP, c'est pareil. Pour GCP, tu as la partie forcément Google, donc genre Google, YouTube et tout machin. Puis tu as la partie Cloud. Eux, c'est plus simple. Et GCP, tu as la partie Cloud qui correspond à tous les services de GCP, incluant Google Workspace, qui est le Office 365 de Google. Ça, c'est pour les bug bounty. Alors, ouais, j'ai une deuxième question qui vient avec la complexité IAM, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un terrain qui est juste un champ de mine. Je ne connais pas grand-chose en cloud, surtout la partie Azure, mais j'imagine que tu as moyen de lier ton Active Directory avec Entra ID. Et les liens là entre les deux, ça doit être un carnage total, non? Entre qui a des droits dans quelle partie, etc. J'imagine que tu as mille et une façons de foirer ce genre de transition et d'autorisation. Est-ce que tu peux, par exemple, tu as un engagement cloud, tu chopes le bon compte qui va bien et tu arrives à pivoter dans l'AD sur l'infra on-prem du client et inversement? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit? Ouais. Alors tu peux le faire. En général, quand tu es dans un engagement de Red Team, ça va plus être un cas de figure, tu vois, mais dans un pentest, tu peux le faire, il faut forcément demander au client. Il y a différentes techniques pour passer du cloud vers le on-prem, et tu as différentes techniques ensuite pour passer du on-prem vers du cloud. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes techniques, parce que tu n'as pas les mêmes prérequis, tu n'as pas les mêmes accès aux mêmes services. On va commencer avec le cloud vers on-prem, que moi je trouve comme moins évident. Parce que tu passes de quelque chose qui est dématérialisé à quelque chose qui est matériel. Donc, tu as comme... Enfin, c'est un peu... J'essaie de faire ça grossièrement, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu es dans du Azure, par exemple, AWS aussi, il y a de la synchronisation et ainsi de suite, et GCP aussi, mais on va prendre Azure pour l'exemple. Puis si les gens veulent se renseigner, après, c'est aussi pas mal le plus connu. Pour Azure, un des cas de figure possibles, c'est que dans Azure, tu peux gérer tes devices. Tu as ce qu'on appelle les... join device, donc tu as les hybrides join device, les register device, en fonction de ça, ils sont plus ou moins compliant, gérés, tu peux les forcer à utiliser par exemple un antivirus, telle version de Windows, ainsi de suite. En clair, tu gères tes devices comme le MDM, c'est ce qu'on appelle Intune, notamment, dans Azure. Tu gères ton laptop, en fin de compte, et ton device, ton téléphone, depuis Azure. Ça veut dire que tu as un lien, en fait. Ça veut dire que tu as un lien, puisqu'il y a un moment donné, si tu gères depuis ton cloud, t'es global admin, imaginons, t'es global admin, tu te promets Intune administrateur. Alors, en fin de compte, tu peux, en tant qu'Intune administrateur, aller exécuter sur n'importe quelle machine qui est gérée depuis Azure des commandes système, soit en PowerShell, soit en Bash, en fonction du système d'exploitation qui roule, en tant que soit root, soit NT Authority System, donc c'est le troisième droit au-dessus d'admin, quoi, pour les systèmes Windows. Donc, tu as cette possibilité, par exemple, quand tu es dans Azure, depuis ton cloud vers ton on-prem. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que, bon, moi je parle pour son prérequis directement, mais ça veut aussi dire que quand tu es dans ton cloud, t'as une box, tu rentres ton code PowerShell, tac, tu l'inities, tu définis un run job et tu le run et puis ça s'exécute, quoi. Mais t'as un prérequis qui va s'exécuter en PowerShell sur la machine de ta victime que tu vas cibler. Donc si t'as un EDR, XDR, peu importe, faut prendre ça en considération. Si le endpoint est protégé, faut le prendre en considération. Mais c'est un des moyens que tu auras pour passer du cloud, par exemple, sur du on-premise. Tu peux... Ensuite, il me semble qu'il y a comme tu sais, il y a une petite nuance. Il faudrait que je vérifie, je suis plus trop sûr.
mais il me semble en fait que ce code PowerShell-là, que tu exécutes via Intune, il est en plus de ça, c'est parce que je te parle de PowerShell, ça va être potentiellement flagué en fonction de comment tu veux l'écrire. Tu as le AMSI qui est la sécurité dans PowerShell pour Windows, tu as ton EDR potentiellement qui va aussi te flaguer en fonction des calls que tu fais et autres. Mais derrière, ensuite, tu as aussi l'idée de te dire que ce code PowerShell, il me semble qu'il est écrit sur le disque en dur à un moment donné, lu et supprimé, tu vois. Donc tu as une écriture au disque qui est faite, bref. Ça, il faudrait que je vérifie pour l'écriture du disque, mais je suis quasiment sûr que c'était en tout cas, c'était le cas, je l'avais lu. Donc ça, c'est un des moyens. Un des autres moyens que tu aurais, c'est de trouver de la config quelque part, dans un compte de stockage, peut-être des clés SSH, des certificats VPN, des certificats pour te connecter sur un VPN ou ailleurs. Bon, ça c'est, je te dirais qu'il y a moins de chance. Mais t'as pas de lien entre les... Il n'y a pas moyen de faire un lien entre le l'IAM-AD et... Ouais, ah d'accord. On y vient, mais okay, ça va plus être dans l'autre sens que tu vas en profiter. D'accord. Tu comprendras pourquoi. Parce que là, c'était partie justement de dématérialisation qui fait que tu es dans le cloud. Donc ensuite, par exemple, un troisième exemple, c'est tu as des machines virtuelles qui sont déployées dans ton environnement Azure. Ces machines virtuelles-là, peut-être qu'elles ont accès à un système qui est sur ton environnement on-premise, peut-être que tu peux l'utiliser pour faire à ce moment-là elles-mêmes, du pivot, qu'elles ont des VPN qui sont montés en interconnect entre ton environnement Azure et puis ton réseau interne. C'est une idée. Ou alors, je fais très simple, t'as un compte, tu resets le mot de passe, tu disable son MFA, tu arrives à te connecter, je sais pas, sur un VPN, sur un Citrix, puis t'escape du Citrix, bon, voilà. Ça, c'est l'idée. Aujourd'hui, à part depuis genre Intune, quand je te parle de Intune, je connais pas de moyen, peut-être qu'il y en a, je connais pas, de moyens propres depuis le cloud pour le on-premise. Et pour ces raisons-là, je tiens, parce que tu as cette idée de dématérialisation. Évidemment, tout ce que je t'explique là, c'est des choses qui sont faisables via l'école d'API de Azure, et notamment via l'API MS Graph. Donc tu peux, via MS Graph, directement PowerShell, tant que tu as les bons droits, tu exécutes ta commande directement en PowerShell sur la machine de la victime. Et puis tu lui fais aller chercher, par exemple, PowerShell, je sais pas moi, un beacon, Cobalt Strike, et peu importe. Ça, c'est l'idée, tu vois. C'est la seule technique que je connais aujourd'hui, parce que justement, il faut que tu aies un accès, en fait, à ton réseau interne. Par contre, ton réseau interne, au niveau identité, il a un accès, forcément. Alors oui, désolé, dernier point, si tu as un pipeline de développement qui est fait, et que le pipeline, il déploie une application qui est en interne, bah oui, forcément. Ton pipeline, il va déployer une application qui est en interne. Si tu back dans l'application, pour faire un callback quelque part, quoi que ce soit, ton application fera le callback éventuellement si les règles de firewall le permettent. Donc tu as quelque chose qui est possible à ce moment-là, oui. Mais là où vraiment ça... t'as un intérêt, c'est plus du on-prem vers le cloud. Quand tu es de on-prem vers le cloud, il faut qu'à un moment donné, tu synchronises tes identités entre ton environnement Active Directory, ton contrôleur de domaine, et ton Azure AD, ton Entra ID. Dans Azure, tu as 3 techniques pour cette synchronisation d'identité. La synchronisation d'identité, elle se fait soit ce qu'on appelle via du PHS, Password Hash Synchronization, soit via du PTA, Pass-Through Authentication, soit via du ADFS, la fédération. En fonction des 3, en fonction de celui que tu utilises, évidemment tu n'utilises pas les 3, en fonction de ce que tu utilises, celui que tu utilises par exemple, tu as des techniques d'exploitation différentes. Donc, par exemple, quand tu utilises du... Attends, je vais prendre mes notes parce que je suis plus sûr de lequel. Hein. C'est mon Credential Access qui est là. Je suis plus sûr parce qu'à chaque fois je me trompe entre PTA et PHS. Déjà, donc quand tu utilises du PTA, qu'est-ce que tu fais déjà? Ok, ouais, c'est pas le plus connu. Le plus connu, c'est le PHS. Ça, je voulais être sûr de pas me tromper entre deux. Quand tu fais du Password Hash Synchronization, il va synchroniser en fin de compte les hashes avec un serveur en interne de ton réseau interne, ton Active Directory. Ce serveur, en général, on l'appelle le serveur AD Connect. Et tu as déjà dû voir le nom AD Connect et passer dans des blog posts. C'est pour ça, en fait. Ce serveur AD Connect là, c'est lui qui est en charge de synchroniser avec ton Azure AD et ton Entra ID les identités. Ce qui fait qu'un utilisateur qui est sur ton réseau interne AD va pouvoir s'authentifier, en fin de compte, sur son laptop directement. Désolé, je fais ça, mais c'est mon laptop qui est là. Va pouvoir s'authentifier sur son laptop directement avec son compte que tu as setup dans Azure AD. Tu vois. S'il n'a pas accès au réseau, bon, bah, y a toute une histoire de MSK, de Microsoft Cache, de cache, de l'historique des creds, bon, on s'en fiche. Mais ça, c'est autre chose, c'est un truc local. Donc, en faisant le password hash synchronization, il va pouvoir
être synchronisé. Pareil pour le PTA, pareil pour le ADFS. C'est juste que c'est des synchronisations différentes avec des mécanismes différents. Ton serveur AD Connect là, c'est un serveur qu'il faut considérer comme, tu sais, aussi critique qu'un contrôleur de domaine. Souvent, quand on fait des revues, par exemple, tu fais des revues d'architecture d'un réseau interne, tu te rends compte que le serveur AD Connect, il est genre mentionné nulle part. Pourtant, ils font du PHS, Password Hash Synchronization, ils ont un serveur AD Connect. Et en fait, les gars, ils considèrent pas que c'est critique. C'est le serveur qui a une copie de tous tes creds et qui fait une synchronisation avec ton environnement Azure AD. C'est critique. Il a physiquement une copie des HNT, etc. de ton AD, ou c'est des formats quand même différents et pas aussi vulnérables? Il fait un DC Sync en fait. Ton AD Connect, en fin de compte, fait ce qu'on appelle un DC Sync. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il fait une synchronisation pure en fin de compte avec ton Active Directory on-prem. Donc il a les deux permissions là, Replicate Directory Change et ainsi de suite. Donc c'est aussi critique qu'un DC en fait. Littéralement. Exactement, littéralement. Comment tu le sais en tant qu'attaquant? Quand tu fais un net user / domaine, tu dis que les users, tu as des comptes qui vont commencer par en majuscule MSOL _ avec un ID. Cet ID, c'est l'ID d'installation. Si tu as des comptes comme ça dans ton environnement Active Directory en tant qu'user, ça veut dire que quelque part, tu as un serveur AD Connect qui fait la synchronisation. C'est comme ça que tu vas l'identifier en tant qu'attaquant. Si tu vois ce compte MSOL là, bah let's go. En fait, l'idée après, c'est soit de pawn ce serveur AD Connect là, mais en général tu vas être domaine admin, donc t'as accès, tu vois. C'est en fait d'aller utiliser, t'as deux outils, t'as AAD Internals et t'as Mimikatz. AAD Internals, c'est un outil qui a été développé en PowerShell par Nestori Simina, enfin chercheur en sécurité, qui travaille beaucoup sur Azure AD, sur l'identité justement. Et ce tool là en PowerShell, AAD Internals, t'as une commande PowerShell, une commande lettre qui permet d'aller récupérer justement les credentials de synchronisation. Mais il faut être domaine admin, attention, t'es le domaine admin. Et tu dois être sur le serveur AD Connect. Donc c'est-à-dire que t'as compromis, mais bon, c'était domaine admin, tu te connais sur le serveur AD Connect. Et puis ensuite tu fais ta demande PowerShell directement pour récupérer les credentials de synchronisation. Mimikatz aussi, prends en considération. Donc si tu rends un Mimikatz sur un AD Connect, bon, risque d'y avoir un EDR, ça risque de crier partout, c'est sûr. Ça, c'est d'autres considérations après. C'est de l'évasion et autres, c'est plus du cloud. Mais en effet, tu as des possibilités, tu vois. Là, je t'ai expliqué le PHS, mais t'as la même possibilité pour le Pass-Through Authentication, pour le ADFS. T'as la même possibilité. Pour le ADFS, et on en verra après parce que c'est aussi une technique de persistance, t'as ce qu'on appelle le Golden SAML. Parce qu'en fait, ce que tu fais quand tu fais du ADFS, c'est que tu fais derrière, en back-end, tu fais du SAML, qui est, tu sais, un protocole de... Il me semble c'est autorisation et authentification. Je sais plus si c'est les deux, ou juste autorisation, bon. Qui va te permettre, en fin de compte, ce SAML-là, justement, d'authentifier ton user et autres. Tu as une technique qui s'appelle le Golden SAML, comme le Golden Ticket, en fait, dans un environnement Active Directory, qui va te permettre, en fin de compte, de générer un message en fait SAML qui va te permettre de te connecter en tant que n'importe qui. C'est l'idée. Donc Golden SAML quoi. Donc ça va évidemment bypass le MFA et ainsi de suite. Mais ça demande aussi un accès très élevé, domaine admin. En tout cas, tu as des possibilités. Donc oui, tu as des possibilités, c'est différent. Tu vois, le point de vue d'approche est tellement différent que tu sois on-prem ou sur le cloud. Ah, les passerelles sont là quand même. Ok. C'est ça. Ouais, les passerelles sont là, mais j'ai l'impression que la façon de penser n'est pas tout à fait la même. Du coup, non. Comment t'organises Attends, je restructure ma pensée. Par exemple, si je vais rechercher des failles sur une web app ou sur de l'interne, je vais avoir une méthode pour ma recon, en fait, pour la reconnaissance. Je vais passer sur certains chemins parce que je vais chercher certaines failles, certaines vulnes. Typiquement sur de l'OWASP ou des trucs comme ça, je vais chercher les injections, je vais chercher les SSRF, des trucs comme ça en fait. Mais est-ce qu'il y a des types de vulnes, des types de failles qui sont vraiment spécifiques et assez pas communes, mais en tout cas celles que tu vas rechercher de prime abord quand tu arrives et donc comment tu vas organiser ta recon sur le cloud? Parce que là on... Je veux dire, quand tu es dans le cloud, quand tu es sur le on-premise. Sur le cloud. Tu peux aussi être sur le-premise, parce que tu peux aussi être sur le-premise, tu vois, et te dire, ok, mon but à la fin, c'est de taper le cloud. Et tu vas tout faire. Non.
Non, je parle. Au départ, je parle Ouais. vraiment sur le cloud parce que, enfin, là, Ok. je comprends les différentes attaques dont tu parles et souvent des problèmes de permission en fait qui sont prégnantes quoi. Mais du coup, sur ta reco, comment tu vas procéder en fait? Ouais, alors pas de problème. Je vais partir là-dessus. Il y a juste un petit point. Trop de trucs à dire, les gars. Trop de trucs à dire. Mais un petit point sur de on-prem vers cloud, parce que j'ai oublié des points. Là, j'ai regardé mes notes. Je veux dire, c'est quand même intéressant d'en parler. Le on-prem vers cloud, là, je vous ai mentionné les 3 façons de synchroniser un annuaire, un Active Directory et un tenant. Mais il y a d'autres moyens de faire du mouvement depuis le on-prem vers le cloud. Notamment, par exemple, quand tu utilises une application Office, client lourd. Tu as ton Office en client lourd, là, tu vois, pas web app, client lourd. Bah, en fait, si tu fais un dump du process, il y a des access tokens dedans. Il y a tes access tokens, il y a tes refresh tokens. Alors, si tu fais un dump du process Teams, tu auras access token et refresh token uniquement pour Teams, certes, mais ces access tokens-là, tu peux réellement les prendre et te connecter après en PowerShell dessus, en tant que Teams, tu vois. Tu auras accès évidemment qu'au call d'API Teams, sauf si, j'ai jamais testé, hein, c'est mal fait, ça arrive des fois, on en parlera par la suite, il y a des techniques là où vous en parlerez, vous allez dire oula. Mais t'as ça qui est possible. Imaginons que tu pawnes un laptop, je sais pas moi, d'un développeur qui utilise, tu sais, AWS CLI, la CLI AWS ou du PowerShell pour aller sur Azure AD et ainsi de suite. Bah, il y aura des keys aussi et des tokens que tu pourras aller rechercher sur le poste en local et ainsi de suite. Toutes les techniques aussi qu'on appelle de passe de cookies, c'est-à-dire que tu vas aller directement récupérer les cookies pareil en local sur le poste d'utilisateur. Imaginons que tu cibles un mec, tu sais qu'il est global admin. Tu sais qu'il est global admin. Tu dis lui, ou t'as checké dans l'organisation, sur LinkedIn, c'est le seul qui fait du Azure et il a les titres Azure administrateur, Azure architecte. Tu sais que c'est lui qui est global admin forcément. Il n'y a personne d'autre qui en fait. Tu as accès à son poste, t'es domaine admin. Bah, tu vas aller tout simplement, moi, si j'ai accès à son poste, tu vas dessus, tu fais genre, tu sais, DonPapi par exemple. C'est un tool qui va aller interagir avec ce qu'on appelle la DPAPI. C'est l'API qu'a créé Microsoft pour tout ce qui est crypto, pour éviter que les gars créent leur propre API. Ils se sont dit, on va créer un truc après secure pour que tout le monde la réutilise. Tu vas interroger l'API, la DPAPI avec DonPapi par exemple. Tu vas pouvoir récupérer potentiellement ces cookies aussi, qui vont être stockés et qui vont être sécurisés par la DPAPI et par la master key de l'utilisateur. Donc tu as plein d'autres techniques, mais voilà. C'est juste pour vous dire que là on s'est focus sur les 3 principaux de synchronisation, qui sont les plus critiques, mais qui sont le chaîne de la... C'est la fin de la chaîne alimentaire. Hein. C'est là, quand tu t'en es à te connecter sur le serveur AD Connect, bon, et que c'est pas détecté, c'est que là t'es vraiment à la fin de la chaîne alimentaire. Si on parle purement maintenant de techniques, en fin de compte, de méthodologie, tout simplement, pour les tests d'intrusion dans les environnements cloud, c'est assez... Un pentest externe va être assez similaire dans l'initial. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir une première partie où tu vas faire ta reconnaissance. Qui c'est c'est qui ton entreprise, quoi leur nom de domaine, et c'est quoi leur rang JP par exemple, est-ce qu'ils ont un numéro d'ASN, plein de choses comme ça. Tu vas faire un peu de LinkedIn, est-ce qu'ils ont des crêtes qui seront leakées, tu vas aussi aller checker par exemple tout ce qui est GitHub, est-ce qu'ils ont des GitHub, est-ce qu'ils ont des repos Git qui sont exposés, tu peux utiliser, t'as plein de tools, GitLeak ou ainsi de suite, ou TruffleHawk par exemple pour aller checker de l'entropie dans des bases dans du texte, des choses comme ça. Tu vas aller checker tout ça pour te dire, est-ce qu'à un moment donné, j'ai quelque chose que je vais pouvoir réutiliser qui va sortir. Ce qui est intéressant aussi, ce que peu de gens font, je pense, pendant une pentest cloud, c'est que tu listes tous les comptes, tous les sites web qu'ils utilisent, et le tool s'appelle, je sais plus, Cloud Crawler ou je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, c'est un tool en Python, et il va aller crawler en fait les sites web, et il va checker s'il n'y a pas des URL, par exemple, de comptes de stockage. Parce que très souvent, ce que font les gars pour les applications web, c'est qu'ils ont besoin de ressources, notamment du JavaScript, des images. C'est commun. Tu as besoin d'un JavaScript d'images. Et au lieu d'utiliser un CDN, ils vont utiliser soit les CDN Azure, AWS, GCP, soit ils vont utiliser même des comptes de stockage. Et parfois, du coup, tu arrives à avoir des comptes de stockage, et j'en parle parce que j'ai eu le cas, moi, une fois, j'ai eu un compte de stockage comme ça. Bon, il n'y avait rien dedans de critique, il n'y avait que du JavaScript et des images, ce qui est correct, pour loader sur le site. Mais j'ai un collègue qui l'a eu dans un Red Team, lui, il a carrément eu compte de stockage, et il n'y avait pas que des images et du JavaScript, tu vois. Il est tombé dessus, Access Token, Access Key, AWS, tout. Enfin, genre, je lui dis, mais c'est un CTF ton truc ou c'est un vrai client? Non, c'est un vrai client. Je dis, wow. Un CTF. Un vrai CTF. En fait, donc, j'utilise ce tool-là aussi parfois. Tu crawles tous les sites web que les gars ils ont, il va aller crawler, faire toutes les pages et checker tous les liens.
Et dès qu'il trouve un lien, c'est de la regex, dès qu'il trouve un lien qui va identifier comme, par exemple, je sais pas moi, je sais plus c'est quoi les noms de stockage, Azure Storage, on s'en fiche pas. Bref, dès qu'il va identifier un lien avec le nom des stockages, Cloud, Azure, AWS, GCP, je crois qu'il faut aussi Alibaba, Oracle et tout, il va te le ressortir. Et toi, tu vas checker s'il est public ou pas. Il est public forcément, puisqu'à un moment donné, il va chercher une image, enfin, il est public à un moment donné sur une ressource, peut-être sur une image, mais peut-être qu'il est public à plus haut niveau, peut-être qu'il y a des folders, peut-être que... Ça, c'est intéressant. Ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle de l'énumération aussi. Tu as des tools comme par exemple Cloud Enum, c'est un tool pareil en Python, qui va... Puisque tu sais en fait qu'à la fin, les comptes de stockage vont tous finir sur les mêmes domaines. Par exemple, sur... faut que je check, je sais même plus, je suis désolé. AWS Storage. Sur AWS, les S3 se finissent, il y a deux syntaxes possibles. Ce qui change pour le client qui déploie un storage S3, c'est le sous-domaine. Est-ce qu'il va l'appeler compagnie A dev. Stockage.com ou ainsi de suite. C'est comment il va le déployer. Je check rapidement. Vite fait, là, je vais juste checker comment ils s'appellent les comptes de stockage. Donc tu as ça qui est possible. Checker les comptes de stockage et en fait tu vas aller énumérer en fait ces services-là des comptes de stockage avec plein de noms de domaines différents. Donc tu peux faire du word list, tu peux faire du brute force, ainsi de suite, pour potentiellement trouver quelque chose qui correspond à ton client. À savoir que l'enjeu là-dedans, c'est que tu trouves un compte de stockage qui a un nom proche de ton client ou qui a le nom de ton client, qui a même, imaginons, qui est le même nom que ton client. Qu'est-ce qui s'assure que c'est bien ton client, le compte de stockage? Bah rien. Donc, t'es en mode, ok, si c'est ouvert, c'est cool, tu vas pouvoir aller voir, parce qu'il y a des trucs à ton client. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Cabinet d'avocat. Je trouve, le truc s'appelait, style, je te jure vraiment un truc pareil, bateau, genre, le nom du cabinet d'avocat, dev.stockage.com, enfin, c'était sur du AWS. Je me dis, ok, c'est cool, tu vois, j'y vais, et plein, le truc était plein. Et en fait, c'était un mec qui leur avait fait une campagne de marketing, et qui avait tout stocké ici pour la campagne de marketing. Un mec externe. Mais c'était que du contenu marketing, malheureusement. Donc pas intéressant. Mais ils m'ont dit, ah tiens, c'est quoi ça et tout. Quand dans le rapport, ils étaient genre curieux, c'est quoi ça et tout. Voilà. Donc, t'as ça qui est possible. Je crois que c'est Amazon, AWS, voilà, c'est ça. Les S3, par exemple, ce sera toujours donc ton genre compagnie A dev.s3.amazon.aws.com. Donc t'as toujours s3.amazon.aws.com. Ou alors ce sera s3- la région, genre US Central par exemple, amazon.com/compagnie A. Donc tu vois, t'as des syntaxes précises par rapport à des services pour le cloud. Là on parle de AWS et de S3. C'est la même chose pour tous les comptes de stockage dans les autres providers cloud, et c'est la même chose pour tous les services qui sont publics. Par exemple, un site web Azure public, ça va être azurewebsite.net. Et avant, tu vas avoir un sous-domaine. Par exemple, compagnia.azurewebsite.net. Donc tu peux faire beaucoup d'énumérations comme ça. Tu as des tools qui existent. Par exemple, tu as un tool qui s'appelle Microburst qui existe, dans lequel tu vas pouvoir... c'est un tool en PowerShell. Et donc à un moment donné, tu utilises une fonction qui s'appelle invoke subdomain. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en clair, tu vas énumérer tous ces sous-domaines. Et lui, il a en fait cette connaissance, tu vois, de tous ces services AWS ou Azure, avec toutes les syntaxes qu'ils ont de possible. Tu lui donnes une word list, ou tu lui dis de faire du pure brute force, pas très intéressant, et il va checker si les choses correspondent. Pareil, toujours compliqué. Tu peux trouver un Azure website avec le même nom de l'entreprise, et c'est peut-être pas l'entreprise. Bon. Donc, rien ne te prouve, tu vois, que... voilà. On en parlera des Azure websites peut-être, parce que c'est... Moi, j'utilisais pas mal Azure website aussi en Red Team. Pourquoi ? Parce que on pouvait booter en fin de compte une page web internet avec un Azure website, avec un domaine qui était azurewebsite.net, qui est un domaine qui était catégorisé, très bien, très réputé, et on avait juste le sous-domaine à mettre. Donc imaginons qu'on attaque, je sais pas moi, trouvons un nom au hasard, on attaque la compagnie B, et ben on appelle compagnieb.azurewebsite.net. Tu vois, donc c'était intéressant en tant qu'attaque, mais ça c'est un autre sujet. Donc ça c'est les premières étapes, ça va être l'énumération. On va aussi énumérer, donc là on a énuméré les ressources, tu vois, on a énuméré un peu les secrets qui sont exposés. On va ensuite aussi énumérer tout ce qui va être plus les identités, donc les utilisateurs. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tu peux le faire sur AWS, GCP et autres. Il y a des thresholds que tu vas taper à un moment donné, donc ça va être compliqué, il va falloir essayer de
utiliser une IP par exemple par requête, donc on fait ce qu'on appelle on va faire des proxys. Je ne vais pas donner des tools, mais parce que là c'est un peu plus vraiment très très offensif. Mais t'as des tools qui permettent de le faire. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait en fait des API gateway directement dans AWS. Et en fait, l'API gateway, quand elle sort, en fait, elle utilise une IP à chaque fois. Par exemple, tu dis une IP à chaque fois dans une zone précise. Par exemple, tu dis mon API gateway, elle est déployée, par exemple, Canada Central. À chaque fois que l'API gateway va sortir une requête, elle va utiliser une nouvelle API gateway avec une nouvelle IP dans le pool d'IP Canada Central. Donc peut-être que dans le tas, s'il y en a 1000, il y en a une qui va réutiliser. Il y en a plus que 1000, hein, mais voilà, t'as l'idée. L'idée, c'est de se dire, derrière, si AWS, machin, ils voient, s'ils ont un throttle ou un rate limit, que c'est pas la même IP. Après, Azure, par exemple, AWS GCP, et surtout Azure, je pense à Azure surtout, hein, quand tu fais ça pour énumérer de l'utilisateur, ça peut marcher. Dès que tu commences à le faire pour du password spraying, ce genre de technique, c'est plus compliqué. Ils sont très bons. Ils ont beaucoup de contrôle, ils arrivent à déterminer que ça vient uniquement, par exemple, d'un AWS dans la même région, avec un temps, donc il faut vraiment mettre des temps très longs, entre les requêtes, un peu aléatoires et autres, voilà. Donc tu vas énumérer l'utilisateur. Pourquoi tu énumères l'utilisateur ? Tu peux l'énumérer directement, en fait, avec... Donc déjà, tu vas sur LinkedIn, tu te fais ta base d'utilisateurs, tu la crées, tu la clean, tu as ta base d'utilisateurs qui est correcte. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fais du JavaScript. Je vais sur Chrome ou Firefox, tu vois. Tu prends un code JavaScript là et je dump tout en fin de compte et ça descend les pages de LinkedIn, ça descend, ça prend tous les utilisateurs. Et puis après, les utilisateurs, j'ai un script Python pour tous les mettre avec la syntaxe correcte. Genre première lettre, nom de famille ou nom, prénom, ainsi de suite, prénom, prénom, point, nom, ainsi de suite. L'enjeu là-dedans, c'est que sur LinkedIn, il y en a les gens adorent mettre Clément Cruchet. Dans le titre, au lieu de mettre juste Clément Cruchet, leur nom, ils aiment bien mettre Clément Cruchet, CSSP, MBA, ingénieur, peu importe. Donc en fait, ça te pourrit tes listes, donc c'est très chiant parce qu'il faut faire un peu de filtrage à la main. J'ai pas encore. J'ai commencé à faire un Python, c'est pour retirer tous ces termes un peu génériques, mais bon, enfin voilà. Celui qui met majuscule, pas majuscule, bon. Donc c'est un truc à avoir comme tool pour faire une word list, mais quand t'as ta word list après, rien que de dire que le mec qui est marqué sur LinkedIn, qui est toujours de là-bas, il saute toujours de là-bas. Peut-être qu'il a bougé, il a pas changé sur LinkedIn. Donc après, tu vas aller justement énumérer sur les API AWS ou GCP les utilisateurs qui sont valides ou pas. Ce qui est cool avec Azure par exemple, c'est que Azure estime pas que l'énumération d'utilisateurs c'est une vulnérabilité, qui fait que tu peux énumérer les utilisateurs qui sont valides ou pas dans Azure. C'est cool. T'as différents calls d'API qui permettent de te faire sur différents endpoints Azure, mais c'est plutôt cool. C'est même des endpoints Microsoft, hein, mais c'est plutôt cool. Tu peux le faire. Et une fois que t'as ça, t'as une liste d'utilisateurs qui est propre et valide. Donc ça c'est plutôt très sympa. Ça c'est pour la partie, je te dirais, pentest. C'est-à-dire tu vas t'arrêter là. Tu vas pas faire par exemple de phishing et autres. Là, tu es sur la partie pentest, tu vas faire ton password spraying. Et puis ensuite, après ton password spraying, peut-être que tu vas avoir des comptes qui vont casser, peut-être que tu vas avoir des comptes qui vont être valides, peut-être que tu vas avoir des comptes qui vont pas être valides, et peut-être que tu vas avoir des comptes qui vont être valides mais qui auront du MFA. Donc ça va dépendre, tu vois. Mais si jamais tu as un compte qui est valide sur MFA, let's go, tu vas pouvoir t'authentifier. Potentiellement. Parce que tu as un compte qui est valide, tu as pété, tu as le bon mot de passe. Imaginons même que tu bypass le MFA. Ça, on peut en parler. Dans le PTS, on le fait aussi. Tu as accès au compte, tu bypass le MFA, ou tu as réussi à register le MFA parce qu'il n'a jamais été fait ce compte-là. Ça m'est déjà arrivé une fois, moi. Genre, j'arrive sur un compte, j'ai le bon mot de passe, je rentre dedans, le MFA n'a jamais été setup. Il me demande de le setup. Let's go, je vais le setup, tu vois. Donc, j'ai setup le MFA. Je setup le MFA, et puis une fois que le MFA est setup, c'est bon, let's go, c'est parti, je peux me connecter. Maintenant, il y a autre chose, c'est que Azure, en fonction des bundles de sécurité que tu as, tes P1, P2 ou peu importe, tu as différentes surveillances qui sont faites, et parfois il va trouver comme suspect la région où tu te connectes. Ou il va trouver comme suspect, et donc te bloquer la connexion. Il va trouver comme suspect plein de choses, et ils sont très très bons, croyez-moi, ils sont très très bons là-dessus, où il va détecter que tu essaies de te connecter depuis un lieu qui est pas connu ou machin, ou avec un user agent qui est pas assez connu. Donc en général, tu fais tout pour matcher, de toute façon, dans tous les cas, hein. Mais il y a un moment donné, tu peux pas avoir l'IP de la maison du gars. La limite du scope, c'était le cloud. On t'a dit le Wi-Fi de l'utilisateur, t'as pas le droit d'y aller. Tu vois, le Wi-Fi perso chez lui, t'as pas le droit d'y aller. Tu vois. Donc il y a toujours ça qui va jouer, qui potentiellement peut te bloquer une connexion à la fin. Voilà. Et donc ça, c'est les idées. Après, t'as des techniques aussi pour le MFA. On parle du MFA. T'as des techniques pour bypass le MFA. T'as un tool qui est plutôt cool.
de Daft Hack, là, le gars Beau Bullock, là, le gars de chez Black Hills Information Security. Un tool qui s'appelle MFA... quelque chose. MFA Sweep. MFA Sweep. Et en fait, ce qu'il va faire MFA Sweep, c'est que une fois que tu as un crête qui est valide, il va aller checker les conditional access. Parce que tu peux dire, par exemple, dans Azure, avec les conditional access, je veux que tout le monde ait un MFA, mais les VIP, par exemple, quand ils sont sur les iPhones, ils n'ont pas besoin de MFA. Parce que j'estime que c'est chiant, ils vont pas en vouloir, sur leurs iPhones, il faut que ce soit rapide, il faut que ça marche. Et donc, tu as cassé le compte, tu as le mot de passe et username d'un VIP, et bah tu vas, en fin de compte, tester tous ces accès conditionnels un petit peu, la localisation, le user agent, plein de choses comme ça, avec MFA Sweep pour voir, par exemple, si tu peux potentiellement bypass le MFA en fonction de conditions qui ont été setup. Que tu ne connais pas, mais que tu vas essayer de deviner. Donc, tu as ça. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que j'ai eu le cas une fois, c'est assez intéressant. Parfois aussi... mais bon, ça sort un peu du scope aussi, hein. C'est toujours après, toi et ton client, il faut que tu discutes avec lui pour savoir si ça vaut le coup de le faire et s'il veut bien. Parfois, tu sais, quand les organisations setup les conditional access, ils disent bah, on n'a pas besoin de MFA quand les utilisateurs ils sont en interne. Les utilisateurs sont chez moi, connaissent mon réseau local. Ils sont en interne, ils n'ont pas besoin de MFA. Ouais, fine, ça peut faire du sens, tu vois. Ça peut faire du sens dans certains contextes très précis. Attention, hein, ça peut faire du sens. Moi, ce que j'ai souvent eu, c'est que les gars, en fin de compte, ils avaient une IP de sortie publique pour leur entrepôt, par exemple, pour leur bâtiment, qui était à la fois leur réseau LAN, sortie par IP publique là, mais aussi leur réseau Wi-Fi corporate, mais aussi leur réseau Wi-Fi invité. Et le réseau Wi-Fi invité était soit un portail captif tout pourri, tu peux bypass, soit sans authentification. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tu arrivais sur le parking là, de l'entreprise, tu te connectais sur le portail captif du guest. Donc ça veut dire que tu sortais publiquement sur net avec l'IP 206.30 machin qui était l'IP de l'entreprise. Donc d'une, ça veut dire que n'importe qui sur le parking peut aller faire du torrent, aller consulter les choses un peu pas bien, et c'est l'entreprise légalement qui sera responsable. Premier enjeu, toujours avoir une IP de sortie pour ton Wi-Fi guest différente, rien que légalement. Mais l'autre enjeu que ça pose, c'est que si tu as autorisé ton réseau interne à sortir sans MFA, bah, en te connectant avec le Wi-Fi guest, tu sortiras sans MFA aussi. Donc c'est aussi... Bah après là, c'est différent, parce que là, faut quand même... tu vas sur place, il faut quand même prévenir ton client que tu vas tester un petit truc rapidement. Mais moi, par contre, quand je faisais des pentests Wi-Fi, là, c'est un truc que je testais tout le temps. Puis à un moment donné, tu cassais un compte dans le pentest Wi-Fi, tu y arrivais, tu cassais un compte, et à un moment donné, je me mettais sur le compte invité, je checkais l'IP de sortie, tac tac, checkais si les MFA marchaient et tout, et comment ça se passait. Donc ça, c'est aussi pour bypass le MFA. Et ensuite, le troisième, en pentest toujours, et on parle un peu des approches plus Red Team pour énumération et initial access, tu vois. En pentest toujours, tu as deux autres moyens, c'est d'exploiter une ressource, c'est-à-dire que tout ce qui est exposé en externe, c'est-à-dire une VM, peut-être qu'il y a une VM qui est exposée, tu fais un scan and map, tu as les services qui sont exposés. Abuser une application web qui est déployée, tu as une application qui est déployée. Et ensuite, l'autre point que tu pourrais, en pentest aussi, c'est tout ce qui est leak credentials. Éventuellement, est-ce que tu n'as pas eu un leak avec des identités, ce qui est très à la mode et ce qui marche très bien. Moi, ce qui marche, franchement, a marché pas mal là, les dernières années quand même, c'était ce qu'on appelle les log stealers. C'est-à-dire que tu récupères des journaux de malware, de stealers, de malware stealers, et puis en fin de compte, tu cherches un peu, donc il faut un peu de database, donc on utilise un tool ici qui a été fait au Canada, au Québec, je ne vais pas faire de la pub, mais plutôt cool, public et légal. Hein. Et ce tool-là, en fin de compte, on cherchait par exemple le domaine de l'entreprise, et il te disait, par exemple, on a vu qu'on a des logs stealers, on a des logs, ça nous évitait en fait à nous devoir aller sur les forums et autres machins pour aller checker de l'information, tu vois. Et en fait, t'as révélé les logs stealers, et les logs stealers qui étaient sortis, on disait, tiens, par exemple, il y a tel username avec tel email, il s'est connecté, très souvent les log stealers, enfin très souvent, ça arrive, mais très souvent quand même, tout ce qui est par exemple, tu sais, dans les hôtels, dans les lobbies, les ordinateurs qui sont publics, qui sont accessibles à tout le monde, ça, ils sont pourris en général. Tous ces genres d'ordinateurs un peu à accès public, tu vois. Et en général, tu voyais là, tu sais, moi j'avais besoin, je voyais, t'avais genre Costa Rica, le mec qui était en vacances, clairement il était à l'hôtel, il s'est connecté sur l'hôtel du lobby en bas, ou alors dans les salles de réunion des hôtels là, où t'as des accès publics à des ordinateurs publics. Il s'est connecté partout, il a checké sa boîte mail, et ce qui est cool en fait, comparé à... C'est ça, et ce qui est très cool en fait, comparé à une database de leak, de par exemple LinkedIn qui s'est fait pwn ou machin,
c'est que en général, les credentials que tu vas utiliser depuis ces databases sont de très 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 bonne qualité. Parce que tu vas même avoir la date, tu as des cookies même des fois, parce qu'en fait le mec, en général, le malware stealers, ils vont dump les cookies, ils vont dump, s'ils sont admin, ils vont dump les cookies de tout le monde avec les clés de DPIP de tout le monde, s'ils sont juste sur le user, ils vont dump avec les clés de DPIP du user uniquement les cookies du user, ils vont tout dump, tu vois, et tu as vraiment du credential de qualité. Et c'est la grosse différence avec les leaks de database où oui, le mec il a leak 18 fois, mais il a leak avec Azerty, Password et Maman en 2001, 2007 et 2008. Tu t'en fous? T'es content d'être au Canada quand même pour pouvoir utiliser les leaks légalement. Parce que là, on a tout le Français qui pleurent là parce qu'ils t'entendent parler, ils se disent mais c'est pas juste parce que nous on n'a pas le droit. Ouais, bah voilà. Ça c'est, écoute, nous, on se baquait en plus avec un tool qu'on payait et tout, mais reconnu pour ça ici, bref. Donc oui, mais c'est une des techniques d'accès initial. Et puis voilà, c'est ça. Après, t'as d'autres techniques qui sont identity based. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je rechargerai mon écran, je crois qu'on va peut-être faire une petite pause de 2 minutes, je crois que tout le monde a des petits besoins de boire un verre d'eau ou autre. Mais on a bu 3 verres. Moi, mon verre est fini en plus, donc bon, voilà. Je vous montrerai un petit tableau tout à l'heure que j'ai fait, parce qu'en fait, dans le cloud, tu as 2 approches majeures. Tu as les resource-based et les identity-based. Et quand je vous expliquais tout à l'heure, je prenais du temps à vous expliquer, c'est le Azure avec Azure Identité, Azure ID pour identité et Azure RM pour les ressources. C'est la même logique pour l'accès initial. C'est tu as vraiment tout ce qui est resource-based et tout ce qui est identity-based. Et là, on va ouvrir sur un peu le Red Team aussi avec les méthodes d'accès initial. Et je vais en mentionner certaines, hyper intéressantes, justement. Ou justement, c'est des techniques que tu vas utiliser plus en Red Team, même qu'en Red Team, parce que ça fait de l'ingénierie sociale. Éteins la caméra, le stream passe offline. Demain, nouvelle interview d'un tueur en prime. Live, la session se ferme, mais nos blablas sont gravés en ligne. Akba continue dans la Suber, toujours sur le ring.